Mon cher Alain, je crois qu'on nous attend. Voilà. Ouais, vas-y. J'ai lâché déjà la voix. Voilà. Ok, merci. C'est pas si froid. Est-ce que tu peux, alors il faudra penser à mettre le micro. Le micro ici, comme ça, ok, ça va. Ben oui, c'est ça. Il y a les vedettes américaines, petit son, et puis après il y a les vraies vedettes, gros son. Il y a aussi la voix, n'est-ce pas? Et comme ce monsieur a une belle voix, je vais le faire participer évidemment. Il va lire certains passages, hein, parce que ça vaut quand même le coup. Bon, on démarre. J'ai dit qu'on avait 2 heures. Alors Ouais. ici, tu as le chat. Je te l'ai mis grand. Je peux le mettre plus petit si tu veux. Voilà, c'est bon. Voilà. Ici, le public. Ici, les petites caméras. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est tout. Voilà, il y a ces caméras qui nous filment. Voilà. Ah, alors il y a ton éditrice qui n'entend pas. Alors ton éditrice avait qu'à venir avec les autres. Tu entendras, Alain. Ne t'inquiète pas, Mireille. Ah, il t'entend pas? C'est moi, non, parce que moi j'ai une petite voix comme ça. Tandis que toi, Tu l'entends pas? Sérieux? Ouais. alors, ton micro est beaucoup plus fort que le mien. Ah ouais, c'est bien. L'ami Alain, enfin je le croyais jusqu'à quelques instants, déjà convoqué au poste, a accepté de revenir, mais cette fois dans sa peau d'essayiste, de voyageur au long cours et aux belles lettres. Avec lui, on va causer de son dernier opus, en provenance directe de San Francisco, Vallée du Silicium, aux éditions Albertine Le Seuil. On va parler de nos machines qui nous possèdent, bien plus que nous les possédons, là je te paraphrase, de l'IA qui nous grignote et nous anticipe, de ta pensée technocratique, toi le romancien d'anticipation avec tes désirs de changer d'axe et d'avis. On parlera aussi, et on va même démarrer avec ça, de cette phrase tonitruante lancée par un développeur dans une pizzeria de San Francisco que tu as rencontré, je crois de mémoire un dénommé Greg, qui t'a dit « On n'est jamais le contemporain de son temps ». Avec une phrase comme ça, Damasio Alain fait 20 pages, nous sommes contemporains de la dissolution. Est-ce que nous sommes contemporains de notre temps ou c'est un mirage? Ouais, on va voir ce qu'on arrive à dissoudre. J'espère qu'on arrivera à dissoudre l'extrême droite dans 3 semaines. Mais c'est tellement court et tellement dingue. Enfin, encore un coup de poker de Macron. Donc, moi, je sais plus quoi dire sur lui. Je l'ai traité d'IA d'ailleurs, d'intelligence artificielle, Macron. J'ai traité de connard aussi. Mais là, on sait plus quoi dire, quoi. Voilà, il ouvre. Enfin, pour moi, il déroule un tapis rouge depuis. Maintenant 7 ans au Front National, tu te demandes presque si c'est pas voulu, tellement c'en est absurde dans la construction politique. Voilà, mais on sait que c'est quelqu'un qui consulte personne, on sait que c'est quelqu'un qui a pris cette décision à 8 personnes, et ça en concerne 68 millions. Donc Parce voilà, qu'il vient de Radio France, c'est à Radio France qu'on lui a dit non mais en fait il y avait que 8 personnes qui étaient au courant, c'est ça. Voilà. Non, Ouais. c'est le monde qui l'a dit, ouais. Ah c'est le monde. C'est le monde qui l'a dit, donc on va le croire. Non, mais on parlera de ça si vous voulez, on répondra à ces questions si vous voulez, bien sûr, mais en vrai, je suis plutôt optimiste, en vrai. Je pense qu'on peut être le premier parti de France, je parle du Front Populaire, hein, évidemment, dans 3 semaines. Voilà, moi j'y crois. Alors cette phrase, qu'est-ce qu'elle signifie exactement? Qu'est-ce qu'elle signifie exactement? Tu la connais par cœur, mais je la redonne pour ceux qui n'auraient pas lu ton livre. Labelline dans le chat a lu ton livre et elle dit être tout à fait impressionnée par la fin du livre. Au début du livre, il joue au journaliste, très vite au philosophe, et puis à la fin, il redevient le romancier qu'il est. Voilà. Donc je pense qu'elle a été très impressionnée par la nouvelle qui est à la fin. Mais on va parler parce qu'en fait, Je peux répondre à ta question si tu veux. Mais... Vas-y. non, cette phrase, elle est très forte. On n'est jamais le contemporain de son temps parce que on est dans des systèmes d'accélération temporelle très 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 rapides, on le sait. Les vagues technologiques arrivent à un rythme incroyablement soutenu, ce qui fait que la plupart des gens sont juste en retard complètement sur ce qui se passe. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me disais bon, ok, je sais à peu près ce qui se passe à la Silicon Valley, je sais à peu près l'état de la technologie et ce qu'on vit. En réalité, on a à peu près, moi je dirais 10 ans de retard sur ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Moi, ce fameux gars que j'ai rencontré, Arnaud Auger, qui avait à la fois la montre, évidemment l'Apple Watch qui vous donne votre note de sommeil
le matin quand vous vous levez, parce que cette Apple Watch, elle mesure le temps de sommeil profond, le temps de sommeil léger, le temps de sommeil paradoxal, le temps d'éveil, etc. Et elle vous met une note sur 100. Le gars, il vit avec ça en permanence. Il a une bague comme dans les furtifs, une bague qui donne son pouls, son rythme cardiaque, les variations du rythme cardiaque, sa fièvre. Il a des sondes dans l'estomac qui lui donnent aussi son biome en quelque sorte. Donc des gens comme ça, pour là-bas, c'est relativement commun, c'est relativement classique. Moi, j'en connais pas, voilà, en France, qui soit à ce degré-là. Il a une levure personnelle à son nom, qui est fabriquée par une entreprise MedTech, qui boit chaque jour. Voilà, il est dans un monde de santé connectée, individualisé, personnalisé, optimisé, dans lequel je crois pas qu'ici vous soyez. Donc c'est super intéressant de voir que voilà, le futur est partout, mais il est inégalement réparti, comme disait William Gibson. Et là-bas, il est un peu dense, un peu intense. Et c'était important de le voir. Donc on n'est pas le contemporain de ce qui se passe. Moi, j'ai arrivé là-bas à San Francisco, j'ai commencé à voir ces voitures avec capteur, avec parabole, avec lidar avec cette caméra intégrée. Et je comprenais pas ce que c'était. Et je voyais un zombie au volant tourner comme ça dans la ville, et je comprenais pas ce que ça signifiait. Et j'ai compris que c'était juste là pour prélever des datas, pour fabriquer évidemment et faire tourner les voitures autonomes dans San Francisco, qui tournent maintenant depuis 2023. Et tu comprends pas, t'es encore à l'ère de la voiture énergie, t'es encore dans les road movies américains, t'es encore dans Christine de Carpenter, t'es encore dans ces logiques-là ou ces mythologies-là. Et eux, ils sont déjà à l'ère de l'information, quoi. Ils sont passés de l'ère de l'énergie à l'information. La voiture, elle est juste là pour prélever de la data et créer les futures assurances automobiles, et surtout faire circuler les voitures autonomes qui vont bien sûr flinguer des milliers d'emplois, mais surtout aboutir à l'hyper-circulation individualisée qui va encore être écologiquement catastrophique, quoi. Voilà. Donc ouais, c'était intéressant de voir qu'on est largué, quoi. On est tranquillement largué. Voilà. Donc là, je suis emmerdé parce que j'avais 3 passages qui parlaient des 3 choses dont tu viens de parler. Donc je vais les enlever. C'est pas grave. Mais je crois que tu parlais d'Arnaud le Gitan là. Voilà. Arnaud alors parce que il faut préciser, tu es donc invité par la fondation, c'est ça, une fondation albertine? Ouais, c'est la Villa Albertine, c'est une sorte de Villa Médicis aux États-Unis qu'ils ont créé il y a quoi, 3 ans. Et ils m'invitent à San Francisco parce qu'ils se disent, tiens, un auteur de science-fiction français, si on le lâche au milieu de la Silicon Valley, ça peut donner des choses intéressantes. Et moi, je leur ai dit, ok, ça m'intéresse beaucoup de voir et de rencontrer le maximum de gens là-bas. Je pense que ça peut alimenter un roman, même, ou en tout cas une réflexion. Et effectivement, j'ai pas été déçu. Ouais. Voici. Alors, tu vois, quand il y a un petit bonhomme, ça veut dire, ça, c'est l'invité qui lit. D'accord. De là à là. De là à là, je vais essayer. Bon, vas-y. Ok, je vais le mettre loin pour y arriver. Au fil de ces chroniques californiennes, j'ai tenté de conjecturer la société qui se trace en filigrane sur les circuits imprimés de cette vallée fade. J'ai essayé de décoder ce que la technologie qui vient nous fait déjà et va nous faire. Il ne s'est jamais agi pour moi de simplement décrire et restituer, fût-ce avec ironie, de simplement gémir ou m'enthousiasmer. Tout est encore entre nos mains. Rien ne nous oblige à devenir le sapiens que la Silicon Valley, le plus souvent sans même le conscientiser, produit à partir de nos soifs mammifères de confort et de facilité. Il est toujours possible et souhaitable non seulement de résister, mais d'insister et de persister dans nos propres voies vitalistes. Lorsqu'on écrit, on se figure couramment que résister revient à argumenter. Ça n'a jamais suffi. Résister n'est pas davantage émouvoir, alerter ou faire peur. Résister consiste à ressusciter le désir. Moi, je serais vous, je l'applaudirais. Ouais. Mais il y a toujours un truc qui m'a étonné. C'est pas la première fois qu'on fait un petit numéro de duettiste qui m'étonne, c'est quand tu lis et quand tu te lis, j'ai l'impression que c'est pas du tout comme ça que tu écris. Ah, c'est marrant. Si, globalement, c'est vraiment ça, quoi. Lentement. J'écris pas forcément lentement, mais le déboulé de la syntaxe, la façon de. Bon, là, j'ai du mal à lire parce que je suis vieux, quoi. Mais si tu veux, pour moi, il y a une dimension fondamentale dans l'écriture, c'est l'écoulement de la syntaxe. Voilà, moi, je dis toujours, la syntaxe, c'est un flux. La syntaxe, c'est le plus proche, c'est un torrent qui déboule, c'est une rivière qui coule. Et toi, tu es là
pour travailler cet écoulement. C'est vraiment ton travail d'écrivain, le premier, avant même le choix du mot exact, le choix du mot juste et toutes ces conneries qu'on raconte sur l'exactitude qui sont très très fausses en fait quand t'écris. Tu as un mouvement juste, un écoulement juste de la phrase. C'est pour ça que pour moi c'est pas difficile de me lire parce que je sais le mouvement. Et comme la syntaxe est une rivière, bah, toi tu es là juste pour soit élargir les berges, soit les resserrer. Quand tu resserres les berges, eh ben, le débit devient plus puissant, il devient plus rapide, il est plus soutenu, plus tendu. Tu joues avec le creux, la profondeur aussi de la rivière, tu joues sur la ligne de pente, c'est-à-dire que tu penches un peu plus la phrase, tu fais même des cascades, tu fais des contre-courants, tu fais des bouillonnements, des marmites, tu travailles vraiment là-dessus. Et du coup, quand tu as écrit la phrase, c'est beaucoup plus facile de la lire pour moi que si je lisais un autre auteur, parce que je dois comprendre la façon dont il a enroulé la phrase, dont il l'a enveloppée, alors que quand c'est mon propre texte, je sais exactement sur les ruptures, ce sont les accélérations, là où je dois au contraire ralentir, poser, là où je dois speeder, là où je dois donner le maximum de débit, parce que le débit c'est pas simplement la vitesse, c'est plus la tension de la phrase, est-ce qu'elle charrie à ce moment-là. Donc c'est Deleuze qui le disait magnifiquement, il disait voilà, en philosophie, le style c'est le mouvement du concept, et c'est le cas pour les essais. Quand tu es en littérature, c'est le mouvement de la sensation, c'est le mouvement de l'émotion, c'est des mouvements différents. Si tu écris un passage de grande colère ou de grande nervosité, bah, tu vas forcément hacher énormément la phrase, tu vas virguler très court, tu vas réduire même les masses des mots, tu vas chercher des mots à monosyllabes beaucoup plus courts, beaucoup plus staccato. Et quand tu veux au contraire être dans la mélancolie, tu vas étirer les mots, tu vas créer des masses qui sont beaucoup plus longues et tu vas aussi faire osciller la période d'une façon plus harmonique. Donc tout ça, c'est des choses qui à l'oral pour moi sont assez évidentes à refaire puisque c'est vraiment le. Mais c'est marrant, c'est intéressant par contre que toi tu penses que je l'écris différemment. Tu crois que je l'écris plus vite que ça? Oui. Ouais. Bah des fois c'est plus vite, ouais. Mais là j'avais envie que vous entendiez, vous compreniez le truc. Des fois on va trop vite alors. Ouais. Et tous ces mots que tu inventes, que ce soit dans tes romans, que évidemment ici tout le monde a lu, ou dans cet essai, tous ces néologismes, ils arrivent soudainement, c'est des torrents ou c'est... Ouais, c'est généralement... En fait, un néologisme, c'est à un moment donné où j'ai le sentiment qu'il y a une idée neuve ou en tout cas différente ou qui n'a pas été réellement exprimée comme il fallait l'exprimer. Et je cherche le mot qui va permettre de la concaténer, quoi. Vraiment, qui va permettre de la catalyser sur un segment. Tu vois, quand j'utilise numiversel, par exemple, qui est de dire bah, les pratiques numériques qu'on a, le fait de swiper, de scroller, d'utiliser une appli comme Insta ou Facebook ou je sais pas quoi. Tout le monde, je veux dire que tu sois un Kirghize, que tu sois une Malaisienne, que tu sois un Américain, que tu sois un Français, etc. Tout le monde va avoir les mêmes pratiques, les mêmes usages, la même gestuelle autour de ces applis. Donc il y a une espèce de caractère universel des pratiques numériques. Et de dire ça, de dire bah il y a un caractère universel des pratiques numériques, tu vois. Déjà la phrase elle est lourde, si tu dis c'est universel, tout d'un coup tu synthétises un truc, c'est le caractère universel des choses. Et c'est pas le meilleur jeu de mots, souvent en l'occurrence, mais voilà, un mot comme technococon, par exemple, que j'aime beaucoup. Technococon, moi, je trouve parfait ce mot d'abord dans ce qu'il indique, c'est-à-dire qu'on est dans un cocon qui nous choit, un cocon de fibre optique comme ça, avec des tas d'applications, des tas d'interfaces dans lesquelles on est enveloppé et cajolé, et on est une chenille à l'intérieur de ce cocon, même je dis des fois avec des fils de soie, mais soie c'est SOI plutôt que SOIE. Et ça, je trouve que le terme est très juste, et surtout parce que t'as une question de haut, quoi. Le techno-cocon, tu vois, t'as O qui est une voyelle très, très sombre, très en arrière de gorge, donc qui te ferme déjà. Et le on, c'est la voyelle, parce que le on est une voyelle, en fait, oralement. C'est la voyelle la plus sombre du français. C'est donc la plus à l'arrière, la plus abritée, la plus protégée. Donc tu fais techno-cocon, tu sens que le on, il vient tout envelopper. Et donc le mot, il est juste au niveau du phonème, et il est juste dans le sens, voilà. Ça, c'est un bon néologisme pour moi. Mais il y en a d'autres qui sont pas super. Il y en a des super dont on parlera tout à l'heure si on a le temps, autour du corps. Mais est-ce que ça veut dire que tu écris à voix haute? Non, pas forcément. Il y a des moments où je dis à voix haute, je me redis la phrase, surtout quand tu as des moments où tu rames et tu as besoin de t'encourager, donc tu redis. Et parfois j'enregistre et je réécoute pour me donner la pêche. Mais maintenant, je réalise pas forcément en écrivant. Voilà. Début du livre, les 5 premières lignes. Ok. Attends, je vais le mettre loin, comme ça je serai mieux, quoi. Nous sommes un dimanche d'avril, et puisqu'il n'y a rien à visiter dans la Silicon Valley le jour du Seigneur, il va bien falloir aller à l'église. Oui, mais laquelle? Et pour célébrer quelle religion? J'entends quelle marque? Et là, après cette introduction extraordinaire, tu me déçois.
la marque, c'est Apple. Je me dis, ah non, là, il fait le journaliste, là c'est triste, ça manque d'imagination. Et le premier chapitre, c'est sur Apple. Et on comprend, au bout de quelques pages, pourquoi tu vas dans ce que tu appelles la Mecque du Mac. Mais en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qu'on ne saurait pas d'Apple, que tu as vu dans la Silicon Valley, dans la loupe Je pense rien que vous ne sachiez pas, mais moi, ce qui m'a frappé, c'était l'envie très européenne de dire je vais au centre du monde, puisque eux ils se définissent, faut le savoir ça. Il y a que les Américains pour parler comme ça et pour avoir cette espèce de prétention absurde, mais peut-être Macron, on sait pas. Mais les Américains, ils se disent nous on est la Silicon Valley, on est le centre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi en plus je leur sais gré de le dire parce que je pense que c'est vrai. Ils sont au centre du monde parce que c'est eux qui fabriquent les technologies quotidiennes qu'on utilise. Tous les gens, vous êtes tous là. Il n'y en a pas une personne, je pense, qui n'a pas dans sa poche ou près de lui un outil qui a été forgé par les Silicon Valley ou une appli que vous utilisez qui est forgée par les Silicon Valley. Donc effectivement, ils sont le centre du monde numérique qui est construit pour nous. Donc ça, c'est déjà assez fou. Et moi, quand je vais là-bas, je me dis, je vais trouver l'épicentre, je vais chercher l'épicentre. C'est comme un Européen, tu sais, tu vas à des églises, puis on te dit cette église, elle a été construite au 15e siècle, mais avant, il y avait un temple, mais avant, il y avait un cimetière, mais avant, tu vois, t'as toute une couche géologique, culturelle très forte et très verticale qui, normalement, surdétermine un lieu, et il est presque tellurique, il y a presque une puissance que le lieu va porter. Et là, tu arrives et tu cherches le lieu et il n'existe pas. Voilà, t'es sur tu circules comme une électricité lente sur des circuits imprimés et tu arrives et tu trouves rien. Donc il y a les sièges sociaux, il y a le campus de Google, il y a le campus de Meta, etc. Et là, c'était un dimanche et il y avait une seule chose qui était ouverte, c'était l'Apple Center de Cupertino. Et tu arrives là-dedans et il y a quand même un choc architectural et design qui est que le bâtiment est entièrement vitré. Et le bâtiment, il reproduit exactement la grammaire de forme d'Apple. Et là, tu le comprends vraiment parce que tu te la prends dans la gueule. C'est ce fameux rectangle au bord arrondi. Voilà. C'est pas un rectangle anguleux, c'est pas un rectangle qui va te percer, c'est pas un rectangle qui va t'écharder. Le design a été pacifié. Et ce rectangle, tu le retrouves à tous les niveaux, sur les écrans, sur les iPhones, sur les iPads, sur les vitres, sur les portes, sur les tables, etc. Partout, le rectangle à bord arrondi. Et là, tu commences à te dire, oula, il y a un côté qui est quand même très extrême, limite fascisant du design. Le design est extrêmement épuré, vous connaissez tous Apple. Et le design, il refuse la texture, il refuse le chamarré, il refuse le métissé. C'est des couleurs pleines, uniques. Et là, tu te dis, ouais, quand même, il y a un truc contre l'hybridation, contre le métissage, contre la rencontre. Tout est extrêmement épuré. Et il y a des choses que tu vois que j'aurais peut-être pas vu à l'Apple Store à la Défense. En tout cas, j'aurais pas investi de la même façon. Donc du coup, ça m'a vraiment intéressé. Puis après, t'as le balcon et tu vois le ring, ce fameux ring, 1600 mètres de circonférence, ce fameux siège social créé par Steve Jobs, dans lequel tu ne peux pas entrer parce que c'est une sorte de forteresse médiévale, mais très SF, quoi, et qui est belle que vue d'avion ou de drone, quoi, tu peux pas l'approprier quand t'es au niveau de l'être humain au sol. Et c'est là que tu te dis, c'est fait pour l'image, c'est fait pour Hollywood, c'est fait pour c'est comme la Croatie vue d'avion. Vous avez vu maintenant le tourisme, c'est toujours pareil. On vous montre toutes les villes vues de drone ou en vue aérienne. Bien sûr, vous pourrez jamais les voir comme ça, vous, quand vous vous baladez. La Croatie, vous le verrez au niveau de la plage et vous la verrez pas avec toutes les îles vues du haut. Mais c'est ce qu'on vous vend. Et là, on te vend Apple de la même façon. Alors, tu dis, je suis comme un petit Français qui va là-bas. Tu en parles d'ailleurs dans le livre. Et tu as un guide, Jean Baudrillard, qui revient très souvent, au point que on sent que ton éditrice, qui est sur ma gauche là-bas, et tu en parles à un moment donné, elle est un peu énervée parce que tu fais beaucoup de citations. Alors, est-ce que c'est parce que il faut payer les ayants droit de Baudrillard, puisque j'ai eu une expérience avec cette éditrice, avec Jacques Brel, où ça a été l'enfer avec les ayants droit, ou est-ce que c'était simplement, elle voulait du Damasio, et me fait pas chier avec Jean Baudrillard? C'est quoi la vérité? Ouais, je crois que les éditeurs, ils comprennent pas des choses clés à des moments. C'est-à-dire que je fais exprès parce qu'elle est là, du coup. Bonjour madame. Mireille Paolini, merci. Sous vos applaudissements.
c'est qu'il y a des degrés de génie. Voilà, il y a des degrés de génie. Un Deleuze, c'est un génie. Un Nietzsche, c'était un génie. Un Baudrillard est aussi un génie. Et tu le comprends en relisant ce tout petit bouquin de 120 pages qui s'appelle Amérique de Jean Baudrillard, qu'il a écrit en 1986 en se baladant en bagnole, notamment dans les déserts américains. Et Jean Baudrillard, il voit des choses que même moi, en 2024, je n'avais pas vu, quoi, j'avais pas aperçu ou j'avais pas compris. Et il le voit avec une espèce d'anticipation de degré de prophétique qui est quand même assez dingue, quoi, voilà. Notamment sur le rapport au corps, par exemple. Déjà, tout le caractère d'exhaustion du corps qu'on voit aujourd'hui sur des phénomènes comme l'ultra trail, je sais pas si vous connaissez ça, les gens qui courent 160 km en montagne et qui font des épreuves de plus de 100 km à la course à pied. Qu'est-ce que t'as contre eux? J'ai rien contre eux, mais c'est quand même un symptôme. Moi, je suis pas loin de ça. Hein. Ouais, un symptôme ou un syndrome du fait, pour moi, que le corps il est plus assez habité de façon sensuelle, charnelle, vive, et on a besoin d'atteindre un degré d'épuisement ou d'exhaustion incroyable pour recommencer à sentir que le corps, il existe. On a l'impression que sans l'épuisement, et c'est pareil pour le fitness, de soulever de la fonte, de courir sur les tapis roulants, etc., c'est tous des rapports qui sont très machiniques au corps, qui sont au porc, j'ai dit, tu vois, c'est pas mal. Et qui, pour moi, témoignent du fait qu'en réalité, le corps, il se désincarne lentement. Le corps, c'est devenu quelque chose qu'on pose sur des sofas, qu'on pose sur des fauteuils comme je suis là, qui est toujours climatisé de 20-25 degrés. Je ne sais pas si vous remarquez à quel point les gens ne supportent plus d'avoir chaud, de suer. Toutes les bagnoles sont climatisées, tous les bâtiments, les trams, les métros sont climatisés maintenant. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus que le corps est froid, on ne supporte plus qu'il est chaud. Et on est dans une sorte de rapport qui a été, pour moi, machinisé. Et Baudrillard, il voit ça, dès 86, il voit ça chez les joggers. Il dit, si vous arrêtez un jogger qui est en train de courir, vous pouvez faire la même chose avec des cyclistes. Il dit, il pourrait vous tuer, tu vois. Et il regarde le jogger courir sur la plage, comme ça, à Santa Monica, et il le voit faire les retours jusqu'à épuisement, et il en tire quelque chose qui, vraiment, pour moi, intellectuellement, et sur le rapport au corps, est parfaitement juste. Mais il y a plein d'autres choses, hein, le rapport de bouclage, le stade vidéo, toutes ces choses-là, qui rebouclent le selfie avant l'heure, qui rebouclent nos modes de vie avant l'heure, ça c'est fabuleux. Et donc pourquoi tu as été frustré sur tes citations de Baudrillard? Parce qu'il y a des choses qu'il dit 10 fois mieux que moi, en mieux écrit en plus, et que je me suis interdit de recopier, alors que parfois l'auteur, moi je considère que mon boulot parfois, c'est d'amener la pensée de Deleuze, d'amener la pensée de Nietzsche, d'amener la pensée de Foucault, ou d'amener la pensée de Bergson ou de Baudrillard à des gens qui n'ont pas forcément connaissance. Baudrillard, qui dans la jeunesse, là, ça serait intéressant de prendre les moins de 30 ans, qui lit Baudrillard aujourd'hui, quoi? Allez, on va rigoler. Qui lit Baudrillard dans la dernière année qui s'est passée? Voilà, 0. OK? Ou alors j'ai pas vu une main se lever, si peut-être là. D'accord? Donc Baudrillard, extraordinaire penseur de la modernité, plus personne le lit. Donc si toi tu sers au moins à faire lire Baudrillard parce que tu l'as cité, moi je trouve que j'ai fait mon taf, quoi. Voilà, c'est tout. Alors le chat lève la main, voilà. On n'est pas chez les cons au poste. Tu parles de Deleuze et justement, page 81, tu dis « Je me souviens de cette conférence mythique de Deleuze à la FEMIS où il analysait l'information et la communication comme un ensemble de mots d'ordre. Et le philosophe suggérait que l'information était ce que chacun était censé croire ou même pas, de faire comme si l'on croyait. On ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. » Et il ajoutait « Heureusement », et là, ça va t'inspirer des très belles pages, donc 82, 83, 84, hein, pour ceux qui voudraient la source. Et il ajoutait, heureusement, il y a des mots de passe sous les mots d'ordre. Et là, tu es en Californie, et tu as ça en face de... Tu as cette phrase-là, effectivement, cette allocution de Deleuze, vous la trouvez sur YouTube à la FEMI, c'est assez court, c'est effectivement éblouissant. Et toi, ça te tarabusque quand tu es sur place? Ouais, mais tu vois, quand tu lis une citation comme ça, elle est tellement à la fois dense, simple et puissante que moi, je ne sais pas quoi dire après là-dessus. Simplement rappeler que très souvent, quand on entend justement le gouvernement, Macron, les ministres, etc., ils savent parfaitement qu'ils ne sont pas crédibles, ils savent parfaitement qu'on ne croit pas à ce qu'ils disent. Ils nous demandent juste de faire croire, d'agir comme si nous croyons, tu vois. Et ça, c'est quand même un truc qui est absolument génial. Tous les journalistes sont au courant, tout le monde est au courant, tout le monde comprend, mais on va
agir comme si on y croyait, et c'est tout ce qu'on nous demande. Ça, je trouve que par rapport au régime de vérité, de complot et toutes ces choses-là, de conspiration, moi, ça me fait toujours marrer le complot de la conspiration, parce que tout est là, comme disait Foucault, tout est là. Il n'y a pas, je veux dire, tout est lisible, tout est évident, tout est transparent. Mais simplement, agissez comme il vous demande de le faire, et agissez comme si vous y croyez, tu vois. Donc, ça, c'est très fort. Voilà. Après, sur les mots de passe et les mots d'ordre, ben oui, il y a l'ensemble des mots d'ordre. Nous, on bosse. Moi, je suis écrivain. Tout mon boulot, c'est juste ça. C'est créer les mots de passe sous les mots d'ordre. Les mots d'ordre, c'est-à-dire que eux, ils ont la capacité de manier la langue et de répéter indéfiniment à longueur d'année dans des médias qui sont à leur botte tout un ensemble de mots clés, de nous les marteler, de nous les imposer, de leur donner le sens qu'ils ont envie de leur donner. Nous, on a moins la possibilité de le faire. Donc, quand on a la possibilité de s'exprimer ou en tout cas d'écrire, eh ben, il faut créer des mots de passe qui permettent de passer sous ces mots d'ordre et d'ouvrir des pistes, d'ouvrir des champs, d'ouvrir des possibles. Moi, je dis toujours, l'écrivain de SF, c'est celui qui amène du possible au réel. Voilà, notre boulot, il est là, quoi. Nous, on est, par rapport à ce réel qui nous est imposé, qui nous est considéré comme naturel, qui est considéré comme indépassable, on doit amener du possible. Voilà, on doit créer du possible, on doit amener du possible et faire circuler ce possible dans le réel pour montrer que d'autres façons de vivre, de penser, de vivre dans le gratuit, de vivre dans le don, le contre-don, de vivre dans une économie différente, de vivre dans un imaginaire différent est possible. Donc ce boulot-là, c'est ça les mots de passe, c'est créer du possible au cœur même du réel qui nous impose et qui nous impose comme soi-disant indépassable. Il y a un chapitre qui concerne un quartier très particulier. Alors, je sais pas comment on prononce. Tenderloin. Tenderloin. Ouais. Est-ce que tu peux décrire Est-ce que tu peux décrire ce quartier et en sachant qu'il y a le QG de Twitter dans le quartier que Alain va vous ouais, ce qui est vraiment 2 blocs, qui est vraiment 200 mètres. Ce qui est dingue sur ce quartier, c'est qu'il est au plein cœur de San Francisco. Il est pas séparé, il n'y a pas de coupure urbaine. Il fait partie d'un ensemble de rues qui est connecté à des rues très circulantes comme Market Street. Et moi, j'avais demandé ça dès le départ. Hein, je voulais voir ça en premier, en réalité. C'est-à-dire que je savais que j'allais voir des gens très riches et j'étais les voir dans leur village. Je savais que j'allais voir des gens c'est-à-dire que le salaire moyen à la Silicon Valley, c'est 15 000 euros par mois. Hein. Donc, les gens que j'ai vus, ils sont évidemment à plus d'1 million d'euros annuels. Et du coup, je voulais voir, c'est trop versant parce qu'il faut évidemment savoir que les États-Unis, il y a une pauvreté absolument colossale et des inégalités absolument fabuleuses. Et donc, j'ai été voir ce quartier qui est bouffé par le fentanyl, donc une drogue ultra puissante, qui est un antidouleur au départ. C'est une drogue très peu chère et il faut moins d'un gramme pour avoir une overdose. Et tu vois donc vraiment des zombies, c'est-à-dire que nous, on a, voilà, vous baladez à Paris, bien sûr, il y a des SDF, des clochards, etc., mais tu vois absolument pas la même chose. Là, tu vois des gens brisés vraiment par la drogue, qui ont un angle complètement à l'équerre entre la tête et le corps. Tu vois des gens sur des tentes à même le trottoir qui se font qui fument leur crack. Alors tu me dis, tu vas voir ça à Stalingrad, etc. Mais c'est surtout l'absolue puissance de solitude que tu ressens. Là, j'avais une vieille en fauteuil roulant, je me rappelle encore, parce qu'elle avait 3 sacs à dos qui étaient posés sur la chaise roulante. Elle avait un pied beau et elle poussait avec l'autre pied et un bras sa chaise roulante, sans qu'évidemment personne l'aide et en étant totalement en autonomie dans le voilà. Et donc tu vois un degré quand même de destruction par la drogue que tu vois pas ici, voilà, que tu vois pas dans une ville. Et tout ça à 200 mètres, bien sûr, de Twitter, où tu as un mec qui vient de racheter Twitter pour 44 milliards donc, de dollars à l'époque. Hein, c'était juste au moment où il avait racheté Musk. Donc tu dis, le mec vient de lâcher 44 milliards et là, tu es à côté, tu vois. Donc tu essaies de poser la question très brutale, très simple, de dire pourquoi c'est possible, comment c'est possible, comment moi je peux passer, tu vois, là, comment... Voilà, donc ça c'était intéressant de revenir un peu à la... Alors, page 102, tu donnes une explication. Tu dis que ce qui nous manque, c'est une aptitude désormais largement perdue, laissée en jachère ou en friche par nos modes de vie numériques, et là, en italique, à pouvoir nous confronter à l'altérité. Ouais, moi c'est vraiment une des clés de ma critique de la technologie. Hein. Je suis pas technophobe, vous le comprendrez bien sûr, puisque l'auteur de SF, il est toujours fasciné, il est en fascination-répulsion avec la techno. Donc il y a plein de choses que j'adore, que j'utilise et que je trouve absolument fabuleux et empuissantant dans la technologie. Mais il y a une chose que cette technologie numérique nous amène, et là on pourrait parler du Front National et à quel point les réseaux sociaux, pour moi, servent le Front National et à quel point même le
l'univers numérique est favorable aux logiques identitaires, c'est que je considère que la techno, et par le technococon notamment, elle conjure l'altérité. Voilà, elle a fait de l'altérité quelque chose à conjurer, quelque chose à éviter, quelque chose à esquiver. Et elle a favorisé le règne de l'identique, le règne du même, les communautés affines, les communautés dans lesquelles tu es bien, les communautés filtrées, les informations que tu aimes bien et qui correspondent à tes idées. Et la confrontation en réalité à l'altérité, elle devient de plus en plus faible. Voilà. Et plus elle devient faible, moins tu te confrontes à l'autre, à l'étranger, au migrant, à celui qui pense pas comme toi, etc. Plus tu renforces tes logiques identitaires et plus ça devient difficile effectivement d'accepter l'autre et de te confronter à l'autre. Et je pense que le numérique a un rôle vraiment important et qu'on souligne pas assez du tout pour moi. C'est-à-dire qu'on parle de la montée du Front National en parlant toujours de l'immigration, etc. Faut le savoir, et vous le savez, je pense ici, que tout le baratin de Bardella et autres sur la submersion migratoire, sur les vagues migratoires est un fantasme, mais absolu, quoi. C'est-à-dire que les flux migratoires sont parfaitement maîtrisés et bas en France depuis déjà une dizaine d'années. Donc c'est du fantasme total, martelé, etc. C'est vraiment une mythopoïèse de l'envahisseur qui est porté par le FN. Mais ce truc-là fonctionne parce que les gens sont de plus en plus fermés, clos, cajolés, choyés à l'intérieur de leur technococon, à l'intérieur des choses qu'ils veulent voir et filtrer. Et cette confrontation à l'extériorité, au dehors, à l'altérité, elle diminue pour moi. Voilà, elle diminue, elle devient moins évidente, moins. Et ça explique que le rapport aux migrants, par exemple, qui s'est totalement dégradé, c'est-à-dire que le fait qu'on supporte même plus que 30 migrants viennent débarquer à Marseille et qu'il y ait très peu de gens qui se battent pour SOS Méditerranée et pour les gens qui les sauvent en mer, je pense que c'est lié à un espèce de repliement identitaire que le numérique favorise. Voilà. En tout cas, c'est mon intuition là-dessus. Alors tu précises, tu dis page 102, la tech ontologiquement conjure l'altérité. Tu viens de le dire. Elle la repousse, la neutralise, elle la contrôle, elle la métabolise pour en faire du même. Elle réplique d'abord l'identique. Ça, tu l'as à peu près dit là. Mais tu ajoutes, et quand l'altérité insiste, elle la fictionne. Tu penses à quoi quand tu dis ça? C'est-à-dire qu'on est dans un monde de consommation culturelle qui est majeur. On l'a vu dans le Covid. Dans le Covid, ce qui était génial, c'est que comme tu es assigné chez toi, la seule chose qui peut être en mouvement, ou le seul rapport à l'altérité que tu peux avoir, c'est consommer de la série télé. Voilà, c'est consommer des BD, des mangas en ligne, de la série télé, des longs métrages, de la VOD, etc. Et des petites vidéos aussi. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'altérité, c'est devenu simplement une fiction. C'est devenu un récit, c'est devenu quelque chose que tu regardes, c'est quelque chose dans lequel tu es inséré. Donc tu peux regarder des séries qui sont fabuleuses, mais ton rapport à l'autre, ta rencontre de l'autre, ta rencontre face à face, ta rencontre de chair et d'os, ta rencontre incarnée de l'autre, elle a disparu, tu vois. Elle est médiée, elle est interfacée. Moi je dis toujours, c'est interface face à face, tu vois. Donc c'est interfacé, et donc à ce moment-là, pour moi, le rapport à l'altérité, il part et disparaît, ou il est fictionné. Et fictionner, c'est une très très bonne façon d'échapper voilà, aux choses. C'est pareil, vous pouvez faire une série télé ou un documentaire magnifique sur les SDF sous fentanyl à San Francisco. Vous pouvez lire mon livre qui est une médiation de ça. Vous n'êtes pas confronté, vous rencontrez pas, vous n'êtes pas percuté et ça change pas votre vie, quoi. Enfin, tu vois, l'altérité a été fictionnée. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que moi j'essaye. Quand t'écris, tu vois, Tenderloin, c'était pour moi la chronique la plus difficile. Pourquoi? Parce que je sais que je vais médier quelque chose. C'est-à-dire que je vais interfacer par le médium de l'écriture un choc qui pour moi était très puissant et très important quand j'étais en San Francisco. Donc là, t'es au défi. T'es au défi, il faut que ton écriture soit suffisamment puissante pour percer la feuille, pour faire passer des affects que les gens doivent comprendre alors même qu'ils n'ont jamais rencontré la personne. Ça, c'est très difficile à faire. Des fois, tu réussis, des fois, tu rates. Il y a quelques passages dont je suis content et d'autres où j'ai raté, où j'ai pas restitué ce que j'ai voulu. Mais si tu veux, tu fais un documentaire, de toute façon, t'as l'écran, de toute façon, t'es face à une vie, de toute façon, t'as clé de sens, l'audio et le visuel, l'être humain, c'est bien plus que ça. C'est de l'olfaction, c'est du toucher, c'est du thermique, c'est de la chaleur et du froid, c'est du poids, c'est de la fatigue, c'est une atmosphère, c'est tout ça que tu sens dans la rue quand tu te balades. Et ça, tu peux pas le restituer par un film, par une série télé, mais les mots, c'est compliqué aussi de le faire. Voilà. Donc, moi, j'essaie toujours de recourir à l'expérience directe autant que possible, quoi, puisque c'est ça qui te sort un peu ton Mais cadre. partant de là, qu'est-ce qui distingue la fiction par la fiction de la fiction par la tech?
y a pas, de toute façon, maintenant, toutes les fictions passent par la tech, hein, pour nous, à part si tu parles du spectacle vivant, et on pourrait parler du spectacle vivant, comme Rosemont, Rolika, ou Rolika du Vieux Monde, où t'as Ou le cette comédien. rencontre-là. Ouais, ou ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez me dire, bon, qu'est-ce que je vais me faire chier à me déplacer, voir Damasio dans une cour à l'hôtel de ville, à quoi ça sert, tu vois? J'en ai rien à foutre, là, il est filmé, j'ai qu'à regarder ça sur Twitch. Eh ben, moi, je pense que c'est différent. Je pense qu'il se passe autre chose. Je pense que vous sentez une énergie différemment. Vous me voyez bouger. C'est pas juste de l'audiovisuel. Vous sentez une présence, vous sentez peut-être un magnétisme, vous sentez mes peurs, mes doutes, les choses où je suis un peu pas à l'aise, les choses où je suis très à l'aise, très convaincu, etc. Et cette présence-là de corps, elle est, à mon avis, fondamentale. Et elle fait les choses différemment, elle porte les choses différemment. Donc ça, ouais, c'est très différent. La tech, il faut bien se dire ça, la tech, c'est un vecteur de dématérialisation. On dématérialise la musique, on dématérialise l'image, on dématérialise évidemment la vibration, on dématérialise l'olfaction, on dématérialise la chaleur, on dématérialise tout, quoi. Voilà. Et on le reconstitue et on le redonne autrement. Tu vois, quand j'étais là-bas, par exemple, le métavers, c'était l'idée, la grande idée de Zuckerberg, c'est de dire, on va vivre les concerts, on va les vivre dans le métavers. C'est-à-dire que vous allez dans votre chambre, vous mettez le casque de réalité virtuelle, vous mettez le casque spatialisé en binaural, tu vois, avec un son spatialisé super, super fort. Et puis là, vous rentrez et vous êtes en concert avec Taylor Swift ou qui vous voulez, tu vois. Et tu te dis, mais un concert, quoi. Enfin, toi, tu sais de quoi je parle. Un concert, c'est des coups d'épaule, c'est l'odeur de la sueur, c'est la chaleur des gens, c'est tout d'un coup tu crèves de chaud, tu gueules ensemble, c'est la vibration qui traverse tout le monde en même temps, tu vois, c'est les lignes de basse qui nous défoncent tous, c'est les acouphènes, c'est tout ça un concert. Si t'as pas ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben pour eux de le reconstituer, ben c'est aussi bien, le son est bien spatialisé, t'es pas emmerdé, personne te bouscule, voilà, tu vois, et ça c'est super intéressant. C'est-à-dire que le corps, si tu peux l'éliminer, pour eux, c'est bien. Et moi, je le dis, hein, c'est vraiment une chose que j'ai constaté là-bas aussi. Ils ont un problème vraiment net avec le corps. Alors, c'est anglo-saxons, il y a plein de choses liées à ça. Et il y a plein de choses liées au puritanisme. Il faut toujours se rappeler que c'est des puritains qui sont arrivés sur Mayflower aux États-Unis avec cette idée que voilà, la lumière, la proximité de Dieu, elle est dans le ciel et dans la lumière, elle n'est pas du tout dans le corps. Et c'est vraiment une religion de la matière-lumière, le numérique. Hein. Ça, moi, je le dis à un moment donné, mais je pense que c'est vrai. La fibre optique, tout circule par la lumière. C'est comme ça que ça existe. Et ce fameux, d'ailleurs, sociologue Fred Turner me l'a dit super bien. Il m'a dit, on est dans un monde déjà qui est masculin à 80%. Hein, la Silicon Valley, c'est le cas. 90% des gens sont des Asiates ou des Européens. C'est-à-dire que tous les Latinos, les Blacks, les Arabes, etc. sont les premiers, ce qu'on appelle nous les premiers de cordée. C'est-à-dire ils sont vigiles, ils sont techniciens de surface, agents d'entretien, etc. Ils vivent dans des camping-cars, dans les contre-allées de la Silicon Valley, parce que les loyers sont tellement chers que même avec un loyer, enfin même avec un salaire mensuel normal et régulier, tu peux pas vivre dans les villas. Et ils disent, ben en fait, t'as l'homme blanc en premier, c'est lui qui est le plus près de la lumière de Dieu, tu vois. C'est le plus désincarné, c'est le plus dématérialisé, il est blanc, il est près de la lumière. Il dit de façon latente, la femme, elle est déjà au deuxième niveau, parce que la femme, elle enfante quand même, tu vois, elle enfante, elle est dans la chair. Il faut sortir le bébé, il y a du sang et du placenta, etc. Donc elle est moins proche de cette immatérialité, de cette pureté, de cette noblesse de la lumière, tu vois, elle est un peu derrière. Puis après, alors t'as les blacks, t'as les machins, enfin tout ça, c'est de la matière, c'est du corps, c'est de la viande, et on est plus loin de. Et tu vois, il me disait comme ça. Je parle d'un grand sociologue, hein, il me raconte pas ça comme ça. C'est un sociologue qui travaille à Stanford, etc. Et il me disait cette espèce. Qui par ailleurs est ton chauffeur. Et mon chauffeur, parce ouais, que ouais. Monsieur n'a pas de permis, hein, monsieur va aux États-Unis sans permis. Donc, ouais. Déjà, c'est déjà pas on voit le ouais. bordel. Quoi. Déjà, c'est le bordel. J'avais pas de smartphone, on m'a prêté un smartphone, sinon je m'en sortais pas non plus. Et du coup, il te sort ça et il te dit, voilà, il y a un sexisme et un racisme latent dans la Silicon Valley qui est jamais exprimé, mais qui vient de ce puritanisme aussi, quoi. Tu vois, c'est. Alors sur ce chapitre, tu parlais de médiation et il y a quelque chose de surprenant en te lisant, c'est que au début, tu ne fais pas tout à fait l'exercice attendu. D'une certaine manière, c'est ce qu'on attend de toi, que ce soit pas attendu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quasiment pas de guillemets, il y a quasiment pas de citations. Et puis peu à peu, tu laisses parler un peu plus les gens que tu rencontres. C'est complètement voulu. C'est quelle idée as-tu derrière? Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est une vraie question de journaliste, ça. De reporter même. D'ancien, tu vois. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ouais. C'est pas du tout conscient, mais je pense qu'on a. J'ai respecté en fait
Et je pense que là, pour le coup, l'éditrice a été de très très bons conseils. Yes. C'est-à-dire qu'on a démarré par les chroniques les plus simples et les plus distanciées, des chroniques d'écrivains, j'ai envie de dire, qui analysent, qui regardent, voilà, qui abordent les choses avec son regard, son intuition, etc. Et après, je suis plus dans la rencontre. Je suis plus dans des rencontres qui vraiment me bousculent, me bouleversent, me renversent même. Cette fameuse rencontre avec Arnaud Auger et ce gamin, ce gitan français de 30 ans et qui est parfaitement dans les bijoux connectés et dans la technologie du corps. Et ce super programmeur qui s'appelle Grégory Renard, qui est un programmeur des machines de langage, des IA, quelqu'un de très haut niveau dans le truc. Et les deux, ils m'ont vraiment retourné le cerveau, ils m'ont vraiment apporté des choses, et ça a été des vraies rencontres humaines. Et du coup, là, forcément, j'ai envie de respecter ce qu'ils ont dit, j'ai envie de les respecter, même si je suis pas toujours d'accord avec eux, mais de respecter vraiment leur intelligence et et la générosité qu'ils ont eue aussi en me parlant et en me racontant tout ça. Et du coup, effectivement, on rentre plus dans le portrait. On passe on rentre dans le portrait. Ouais. Parce que j'ai eu l'impression, mais peut-être fausse, que au début tu es à la fois subjugué, intrigué, tu es là pour ça. La tech, c'est quoi? Et puis finalement, à un moment donné, le repli humain, le retour humain prend le dessus et on les voit un peu plus vivre ceux que tu rencontres. Ouais, c'est très vrai. Ouais, c'est très vrai. Et à la fin, il y a une espèce de backlash où je reviens aussi à ma pensée technocritique, c'est-à-dire que je prends du recul par rapport à ce que j'ai vécu. Donc il y a trois mouvements. Je pense qu'il y a un mouvement de découverte et d'exploration assez distante où je rentre dans une culture très étrangère. Moi, on dit toujours les États-Unis, c'est un peu comme l'Europe, etc. Moi, j'ai trouvé ça radicalement, franchement, différent. Il y a vraiment des ruptures culturelles qui sont très très fortes. Je trouve pas du tout que on m'avait dit, tu verras San Francisco, c'est une ville européenne, etc. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Tu vois les degrés d'individualisme, tu sens dans la rue le degré d'individualisme, tu n'as pas du tout le même à Paris. Et Paris, pourtant, est une ville très froide pour moi. Donc tu sens des degrés comme ça d'hyper-individualisme et de solitude beaucoup plus forts. C'est pas les pays latins, c'est là tu vois des groupes, c'est des trucs super intéressants. Nous on est sortis un peu dans quelques bars underground et tout. Tu te dis bon, il va se passer des trucs, il va y avoir de la séduction, il va y avoir et Baudrillard en parle beaucoup de cette absence de séduction et de ce côté pas du tout italien ou français. Tu vois des groupes de filles, il y a 8 filles qui vont être ensemble dans ce bar underground, mais qui sortent ensemble vraiment. Et t'as un groupe de 10 mecs qui eux-mêmes sortent aussi ensemble. Et il y a absolument aucun entrelacement, aucune mixité, ou en tout cas aucune hybridation entre les deux groupes. Et ils ressortent chacun sans ce qui soit passé, rien du tout. Et je demande à Arnaud, je lui dis, mais toi, quand tu veux séduire, comment ça se passe la séduction aux États-Unis? Est-ce que tu vois alors je lui dis un truc, mais plus banal que ça, tu fais pas. Je lui dis, voilà, tu vois une jolie fille qui est au bar, machin, qui est en train de lire un livre, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, je vais pas la voir. Le gars est vraiment un beau gosse, hein. C'est un très beau gosse, il a une sociabilité tout à fait intense, et il me dit, j'y vais pas la voir. Je lui dis, mais pourquoi tu vas pas la voir? Je trouve que c'est intrusif. Je lui dis, c'est-à-dire, je lui dis, bah ouais, je trouve que c'est du harcèlement. Je lui dis, bah tu peux aller au bar, tu te poses au bar, tu regardes, elle est en train de lire, est-ce qu'elle lève la tête vers toi? Peut-être tu peux sourire, soit elle te répond, soit elle te répond pas, et voilà, t'insistes pas. Je considère pas que c'est intrusif de faire ça. Il me fait, si c'est intrusif. Tu vois? Je dis, donc comment tu fais si jamais cette fille te plaît et que tu veux? Il me dit, je regarde si elle est sur Bumble. Je lui fais, ah bon, mais c'est-à-dire, tu sais, moi j'ai pas de smartphone, donc tu vois, j'apprenais, c'était bien. Il me dit, ben voilà, c'est tout le moment, tu peux déterminer, tu peux faire un opt-in et tu es visible sur un cercle de, je sais plus, 200 ou 500 mètres autour du point où tu es, et tous les gens qui ont l'appli savent que tu es là et que tu es disponible. Quelqu'un a l'appli, là? Vous avez 10 ans de retard, mais vous avez 10 ans de retard. Voilà. Alors, mais c'est génial. Enfin, tu vois, voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de séduction directe. Tu dois passer par la médiation de l'appli et par la disponibilité sur l'appli pour entrer en contact ou pas avec la personne. Voilà. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça super révélateur aussi de. Je te fais dire encore un petit passage de là à là. De là à là. Ok. Alors attends. Ok. Le geek n'est plus, à mon sens, l'avenir de Sapiens. Il a été pendant, disons, 50 ans, entre 1970 et 2020. Il portait en lui la promesse propre au cyberpunk, celle d'une émancipation de nos corps et de nos esprits par la technologie. Nous nous sommes laissés si bercer par la douceur de cette illusion, sinon si bernés.
Cyberpunk, tu veux dire des choses. Non, moi Je peux développer ça ou pas? Ah, vas-y, alors fais-toi plaisir, attends, on est là pour se marrer. Ouais, ça c'est un des gros enjeux en science-fiction, c'est que, bon voilà, on le sait, les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Zuckerberg, etc., sont des gros lecteurs de science-fiction, et globalement, les moguls un peu de la Silicon Valley sont des gros lecteurs de SF. Sauf qu'ils ont été nourris, évidemment, à la SF des années 70, c'était un peu leur âge quand ils étaient jeunes, et le cyberpunk, il a porté une promesse. Voilà, moi en tout cas, c'est ma conviction. Il faut savoir que l'ordinateur individuel et l'éclosion des technologies qui vont être des technologies personnelles commencent à émerger dans les années 70. Et en même temps que le mouvement hippie, en même temps que les drogues, en même temps que plein de processus de libération individuelle, et notamment le rock évidemment, et ensuite le punk. Donc tout ça se produit à peu près en même temps dans les années 70. Mais le cyberpunk porte pour moi une promesse aussi importante que les drogues ou que le rock, c'est-à-dire c'est une promesse de libération, c'est une promesse d'émancipation. Et cette promesse d'émancipation, elle est liée à cette idée que, en se couplant avec la technologie, en s'hybridant avec la technologie, on va être plus vaste, on va avoir des expériences plus riches, plus intenses, on va s'ouvrir au monde, et ça va être quelque chose de prodigieux pour l'évolution de l'espèce humaine. Sauf que dans le cyberpunk, ce qui est génial, c'est qu'il y a tout de suite le punk, c'est-à-dire il y a tout de suite l'idée que ce truc-là va merder quand même, et que on est sous technocapitalisme, et que donc le capitalisme va induire des effets pervers absolument dingues sur cette promesse d'émancipation. Malgré tout, les boîtes comme Apple, les boîtes comme Google, les boîtes des GAFAM et toutes les boîtes technologiques ont continué à maintenir cette promesse, cette illusion, et continuent à la vendre aujourd'hui. Elles nous vendent le pouvoir que nous apporte les technologies, mais elles nous vendent aussi cette espèce de promesse de libération. Moi, je considère, et c'est tout et j'aime bien troller les autres auteurs de SF là-dessus, je considère que cette promesse a été trahie. Voilà, elle a été trahie. Elle a été trahie par les plateformes, elle a été trahie par les applis, elle a été trahie par les GAFAM, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de maximiser le temps que vous passez sur leur plateforme, et ça c'est une espèce de tropisme propre au capitalisme. Pour maximiser les profits, il faut que vous maximisiez le temps que vous passez sur leurs outils. Et pour ça, il a fallu faire quoi? Il a fallu travailler sur un design de la dépendance. Voilà. Donc ils ont mis en place des milliers, ils ont utilisé et exploité et surtout payé des behavioristes, des comportementalistes, des psychologues, des psychiatres, des sociologues, des anthropologues, etc. pour travailler sur cette dépendance et pour utiliser tous les biais cognitifs que nous avons, nous, êtres humains, afin qu'on maximise ce temps passé sur la plateforme. Et ça, on le sait sans le savoir, on mesure pas à quel point c'est important, on mesure pas à quel point ils ont fabriqué des machines d'auto-addiction ou d'auto-aliénation et sur lesquelles on est tous piégés aujourd'hui. C'est ce qui fait que c'est très très difficile de se débarrasser d'un smartphone, de se déconnecter, de se débarrasser d'un réseau social une fois qu'on est dessus et de se débarrasser de beaucoup de jeux vidéo qui sont extraordinairement addictifs. Donc quand tu as conscience de ça, tu te dis c'est dommage parce que le cyberpunk, la promesse en tout cas, elle a été trahie, elle a été retournée contre elle-même. Juste petite question là, est-ce que ici il y a des gens qui connaissent la boîte de Skinner? Ça vous dit quelque chose, cette technique de la boîte de Skinner? Ouais, il y en a 3 ou 4, heureusement. Par exemple, ça, c'est une technique incroyable d'addiction qui est utilisée dans quasiment toutes les plateformes, qui vient d'un comportementaliste américain des années 20 qui s'appelait Skinner et qui travaillait sur les pigeons. Je vous dis juste le truc en 2 mots, je vais pas vous faire 10 kilos là-dessus, mais c'est pour mesurer à quel point on n'est pas au courant ni conscient de la façon dont ça fonctionne. Lui, il travaillait sur les pigeons, d'accord? Donc il y avait une espèce de tirette, pigeon en cage, tirette, et le pigeon appuyait et il avait 3 bâtons de nourriture, d'accord? Il faisait ça. Le pigeon appuie, 3 bâtons, le pigeon appuie, 3 bâtons, le pigeon appuie. Ok. Skinner, il se dit, mais là, il a une idée de génie, mais c'est l'idée de génie pervers. Il dit, on va faire un truc, on va modifier la machine pour que quand le pigeon il appuie, il y ait tout d'un coup pas de nourriture, puis tout d'un coup 5 bâtons, puis tout d'un coup 10 bâtons, puis 12 bâtons, puis tout d'un coup 1 bâton, puis tout d'un coup pas de nourriture, puis 3 bâtons, etc. C'est-à-dire qu'il transforme la machine pour qu'elle apporte une rétribution aléatoire. Voilà. Une récompense aléatoire. Et il regarde comment le pigeon réagit. Et là, il y a un truc dingue qui se passe, c'est-à-dire que le pigeon se met à appuyer frénétiquement sur la tirette. Il appuie, il est plus capable de se réguler, il part en vrille et il appuie tout le temps de façon complètement hystérique. D'accord? Et ça, c'est le premier truc qu'ils ont appliqué. Ils l'ont appliqué aux machines à sous Las Vegas. T'arrives, t'as rien 10 fois. Hop, t'as 3 pièces. Et en fait, toutes vos applis, toutes les applis des réseaux sociaux, etc., par exemple le mur Facebook, les systèmes de notification que vous avez, etc., fonctionnent exactement sur le même principe,
C'est-à-dire que vous avez des notifications inintéressantes, passionnantes, inintéressantes, passionnantes, etc. Et ça tourne comme ça. Et ça, il n'y a rien de plus addictif que ça pour apparemment des espèces animales. Alors peut-être que c'est lié à la cueillette, à la recherche de nourriture, à la chasse. Il y en a qui disent que ça a des fondements dans le principe de la chasse où tu viens bredouille et puis tu... En tout cas, ça a une puissance d'adduction sur nos biais cognitifs qui est colossale. Tout est construit comme ça, il n'y a quasiment pas une appli qui n'utilise pas ça. Vous utilisez Tinder, c'est exactement la même chose. Tu vois, admettons, je vous le fais au mode hétérosexuel, boomer, que je suis, machin. Tu regardes, t'as une bombasse, waouh, c'est génial. Tu tournes, bombasse, waouh, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Et en fait, on te met des bombasses régulièrement à intervalles irréguliers, etc., pour que tu restes sur l'appli, que tu continues à regarder jusqu'à temps que tu fasses des matchs et machin. Voilà. Ça, Tinder, super simple, c'est la boîte de Skinner. C'est une application directe de la boîte de Skinner. C'est ce qu'on appelle le design de la dépendance. Et c'est là-dessous qu'on vit tous, voilà, dans le numérique. Et alors, si on te suit, le transhumanisme, en fait, pour toi, il commence avec le téléphone. C'est-à-dire que tu dis, bien sûr, le stade d'après, ce serait la puce, incorporée, voilà. Mais en réalité, tu dis, on est déjà dans cet âge-là. Ouais, l'hybridation, elle a eu lieu. C'est-à-dire que, d'abord, la technologie s'est énormément rapprochée de nous. Maintenant, vous êtes là, quasiment tout le monde, il a soit le smartphone là, au mieux sur le banc, la plupart du temps dans la veste, dans la poche, sur vous, à la main, etc. Donc, c'est-à-dire que la technogreffe, elle est là. Elle est juste pas intégrée, elle est juste pas fondue dans notre avant-bras, tu vois, ou dans notre main. Mais en réalité, avec les bijoux connectés, c'est ce qui va se passer. Moi, je crois que la bague va être le prochain vrai bijou connecté. Moi, je vous dis l'avenir. Après, vous me direz dans 10 ans si je m'étais gouré, quoi. Mais en gros, on aura juste un piercing ici pour le micro, d'accord, quand on parle. Donc, il y aura un tout petit piercing, super discret, super fin et tout, élégant. Et quand on parlera, il prendra le truc. Et là, on aura 2 oreillines, tu vois, c'est juste des petites boucles d'oreilles, mais très classe aussi. On n'aura même plus les espèces de trucs qu'on a, les ears sans fil et tout ça. Ça sera beaucoup plus fin et discret que ça. Et on parlera en flux continu avec notre IA personnalisée, quoi. On discutera comme ça, on lui demandera, on n'aura plus rien besoin de taper, tout sera en langage naturel. L'interfaçage sera le plus fluide possible parce que c'est ce qui vise, une ergonomie maximale. Et là, donc, il y aura une espèce de technogreffe beaucoup plus proche de nous. Donc, il y aura plus besoin du smartphone, ça sera un peu un truc. Et dire que ton premier ami, véritable ami, était, quand tu étais adolescent, programmeur. Peux-tu lire jusqu'ici, de là à là? Voilà, ok. C'est la soirée lecture. Adolescent, mon premier véritable ami était un programmeur. Il crée en 1982 de petits jeux sur une calculatrice Texas Instruments. Et il avait en lui cette fascination qui ne s'éteint jamais, même adulte, pour la faculté de confier à une machine des tâches qu'elle va faire plus vite et mieux qu'un humain, tout en étant programmée par l'humain, initié par lui. L'éclatement de cet art en 3 termes m'a toujours désarçonné et intrigué aussi. Ceux qui font ça sont parfois appelés des codeurs, parfois des développeurs, parfois des programmeurs, termes qui semblent un peu désuets aujourd'hui, mais que pour ma part, je privilégie. Parce qu'ils suggèrent qu'on écrit d'abord pro et que le gramma, la lettre, a été finement gravé dans notre cortex en amont, en vue de libérer une série de calculs et d'étapes qui ne lui appartiennent plus vraiment. Le développeur, terme que j'aime beaucoup aussi, nous souffle qu'une complexité a été d'entrée enveloppée et comme pliée sur elle-même, et qu'il va bien falloir la défroisser dans sa clarté. En programmation, tout est affaire de langage. Alors, c'est un passage qui m'a particulièrement touché parce que je me suis dit que c'était ta part d'utopie. Ouais. C'est-à-dire de croire encore en la lettre, même si ce sont des chiffres, des 0 et des 1. Est-ce que je me suis trompé là ou pas? Oui et non, au sens où... Enfin, moi, ce qui me paraît passionnant, et c'est le cas pour les IA, bon, t'as les IA musicales, t'as les IA d'images, etc., mais les IA qui vont être le plus importantes, les IA génératives les plus importantes, sont des machines de langage. Et tu vois, un des chocs que j'ai eu en rencontrant Grégory Renard, c'est qu'il me dit, c'est très drôle ce que fait Elon Musk avec Neuralink, parce que Elon Musk, il essaye de connecter des synapses et des neurones à des câbles électriques, tu vois. Donc, il essaye de faire cette jonction très brutale, très basique entre, on va dire, le silicium et le carbone, en tout cas entre l'organique et l'informatique. Et lui, il dit, c'est parfaitement stupide, ou en tout cas, c'est parfaitement inadéquat, parce que en réalité, la meilleure façon d'accéder à un cerveau humain
et d'échanger avec un cerveau humain, c'est le langage. Tu vois? Et je l'avais pas vu comme ça. Et il dit donc un chatbot, une machine de langage, même un chatbot primitif, etc., permet une connexion entre le silicium et l'être humain beaucoup plus intense, beaucoup plus riche, et avec beaucoup plus de jeu dans la structure que si tu faisais, si tu fais Neuralink. D'ailleurs, ça merde Neuralink, mais c'est normal. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, moi, je suis écrivain et j'ai pas compris que, en fait, le meilleur interfaçage avec l'IA, donc avec le monde le plus machinique qui soit, avec les bots, etc., passait par ce vecteur du langage, avec toutes les approximations du langage, avec tout le jeu d'interprétation du langage. Et c'est parce que c'est pas précis, et c'est parce que nous, on a une capacité d'interpréter ce que le chatbot nous dit, et d'y injecter du sens, que le lien, il est intéressant, il est responsif, il est riche, et il est nourrissant. Donc, l'espoir, un peu, c'est ça aussi, c'est de se dire, les IA génératives de langage, elles viennent vers nous sur quelque chose qui nous est naturel et qui peut produire une interaction qui est intéressante. Voilà, en tout cas, c'est l'espoir. Je citerai un dernier passage et après on passera aux questions du public et du chat, mais pas des chats dégénérés là, le vrai chat. Le vrai chat, le chat vrai avec des êtres humains derrière. Le chat d'Opos, quoi, voilà, qui résiste. Oui, tu parles, je ne sais plus lequel c'est des deux parce qu'il y a, je crois que c'est le Arnaud le Gitan. Tu dis quand tu le rencontres, j'ai cherché pendant des années un homme qui descendrait du futur pour me parler et il est devant moi, en chair et en capteur, en chiffres et en os. Est-ce qu'il existe vraiment cet Arnaud? Ah ouais, il existe vraiment. Non, ouais. non, cet Arnaud, tu l'as inventé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des moments, monsieur, il y a des retours de flamme, hop, il part dans des trucs, tu te dis, mais attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et lui, je me suis dit, il est trop parfait, il est trop dans les furtifs, alors? Ah super. Non, il est vrai. Hein, même Myriel, il l'a rencontré. Il est venu en France là d'ailleurs il y a 10 jours. Il est incroyablement et génialement et tristement vrai. Voilà. Parce que ouais, non, mais il est tout ça à la fois pour moi parce qu'il est. Non, je vous raconte juste justement la rencontre avec lui qui était dingue. On était au consulat de France à San Francisco, donc il faut toujours un peu des petits raouts avec des petits faux, etc. Et la responsable, celle qui m'a invité, Sabine d'Émotion, me dit, il faut absolument que je te fasse rencontrer quelqu'un. Tu sais, on dit tout le temps ça dans les soirées. Donc déjà, tu fais, ok. Et le type arrive. Et le gars, il a une trentaine d'années, et il avait des Ray-Bans, il avait des lunettes, quasiment comme moi. Et je regarde les lunettes, et il me dit, voilà. Et il me regarde, et là, sur les deux angles, il y avait des caméras. Tu vois? Toutes petites, minuscules, comme ça. Et il fait comme ça, et il ouvre les yeux, il dit, là, je t'ai pris en photo. Alors là, tu étais auteur de SF, déjà, tu te réveilles un peu, quoi. Et il me montre ses lunettes, il m'explique comment ça marchait. Donc, il avait des branches à conduction osseuse. Donc, lui, il aimait beaucoup courir, il joue au foot aussi. Et quand il court, il écoute des podcasts. Il écoute des podcasts, d'ailleurs, sur la technologie. J'aime bien l'effet de boucle. Et il a même plus besoin, effectivement, d'écouteurs, puisque les lunettes font absolument tout. Donc, il peut filmer, il peut prendre en photo, etc. Ça pose des questions, d'ailleurs, enfin, je pense, sur l'avenir, qui peuvent être tragique de violation de l'intimité, de violation. Mais ok, on va imaginer que la personne elle est de bonne foi et qu'elle est saine, mais quand même t'avais ce truc-là. Et après, il me sort sa bague. Il avait effectivement une bague, mais là pour le coup vraiment comme dans les furtifs. Donc je me dis putain c'est pas possible. Et il me montre tous les capteurs à l'intérieur de la bague. Parce que quand il la sort, tu vois les capteurs. Et c'est comme je vous ai dit, il avait tous ces capteurs de pouls, de tension, de rythme cardiaque, etc. Et après il avait un patch du glucose. Je lui dis mais pourquoi tu as un patch glucose? C'est pour les diabétiques, etc. Il me dit, c'est pour savoir quand manger la banane. Je dis quoi? Quand manger la banane? Il me dit ouais, quand je cours, j'ai des variations, des fluctuations de glycémie et pour optimiser ma course, je sais qu'à ce moment-là, je dois manger la banane pour remonter le taux de glycémie et faire une meilleure performance comme ça. Et donc le gars, il avait vraiment tout. Je vous l'ai dit, il avait mangé cette sonde pendant un mois. C'est des sondes qui analysent toute la flore intestinale. Et il avait demandé à une entreprise de lui envoyer exactement la levure qui correspondait à sa flore intestinale pour être le plus en forme possible. Il n'a pas de médecin, il a un cabinet médical, mais ce cabinet médical, c'est des data analystes en fait, puisque toutes ces données sont envoyées au cabinet. Et quand il va au cabinet, le gars, il regarde juste les données, il lui dit ouais, ça va et tout. Et pour lui, c'est de la prévention. C'est-à-dire qu'il est comme les Chinois, il considère que il doit pas être malade. C'est pas possible d'être malade, il faut qu'il soit performant, etc. Et pour pas être malade, il faut pouvoir anticiper. Donc il était hyper fier d'un truc, c'est qu'il avait su qu'il avait le Covid 2 jours avant. Parce qu'il s'était levé le matin et il était à 38 degrés. Il ne le sentait pas intérieurement. Enfin, moi, je suis pas bien, je le sens, mais bon, apparemment, je suis plus dans le coup, quoi. Il a besoin de ce monitoring pour avoir
Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Après, je vous parle pas les conditions de médecine qui sont absolument plus socialisées aux États-Unis ou quand faut savoir que tiens, je vous raconte un truc, mais sur le Covid, ils avaient, tu sais, t'arrives et tu te dis, putain, il y a plus de morts sous fentanyl que de morts du Covid à San Francisco. Pourquoi? Tu vois, il y avait 700 morts sous fentanyl et beaucoup moins du Covid. Et je me dis, ouais, c'est l'hygiénisme anglo-saxon. J'arrive avec mes pensées et mes préjugés. Et en fait, c'était tout simple. Il y a eu un premier cas de Covid à San Francisco. Le mec, ça lui a coûté 100 000 euros. Parce que, pas de mutuelle, parce que c'est le système de santé américain. Donc, si t'es pas dans une super boîte qui te propose une super mutuelle, t'es pas protégé, t'as pas l'assurance maladie. Donc, c'est 100 000 euros. Un cancer, c'est 100 000 euros. Cancer de la prostate, 100 000 euros, etc. Donc, t'es totalement ruiné si t'as le Covid. Donc, plus personne n'est sorti et ça a été géré. Ils ont même pas eu besoin de Macron et de toutes les lois liberticides. Ça s'est fait tout seul. Voilà, avec le. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, c'est un système de santé vraiment dégueulasse, complètement ultra capitaliste, ultra libéral, et sur lequel, voilà, Mais on te sent quand même fasciné parce que c'est ouais, bien à lui que tu demandes. Mais alors, si ta qualité de sommeil est à 26 sur 100, qu'est-ce que tu fais? Donc, je sens que t'es quand même intrigué. Ah non, mais moi je trouve ça complètement dingue, quoi, super fascinant dans le fonctionnement. Genre, t'as mal dormi, quoi. Ouais. Et je disais, mais quand il me dit, mais je sais si j'ai bien endormi, mais ça me permet de vérifier, tu vois. J'adore ces trucs, ça me permet de vérifier. Mais vérifier quoi? Enfin, tu vois, t'as mal dormi, t'es la tête dans le cul, t'es la tête dans le cul, tu vois. C'est pas ta note qui va te vérifier quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé ça passionnant et ça m'a fait réfléchir sur ce problème à 4 corps et de dire ben oui, on est tellement désinvesti de nos corps, on est tellement dans une sorte de dévitalisation de ces corps qu'on a besoin que la technologie nous dise ou nous indique comment on doit manger, à quelle heure on doit se coucher. Donc là, il a progressé, je l'ai vu un an après, c'était génial, parce qu'il avait un bracelet, là maintenant, tu vois, il y a tout, hein. Mais là, c'était bracelet. Et en fait, il a un coaching personnalisé sur le temps de sommeil, c'est-à-dire qu'il rentre ce qu'il a bu comme alcool, et il rentre ce qu'il a mangé, etc. Il rentre les efforts, mais les efforts, il sait parce que déjà les capteurs lui ont dit combien de kilomètres il a couru, etc. Et le bracelet lui dit, tu dois te coucher à telle heure, à 21h39, et demain matin te lever à 8h12 si tu veux être bien. Tu vois? Mais comme ta maman le ferait à une époque de ta vie, enfin tu vois, il y a un truc comme ça, ou comme ta copine dirait, putain, t'es crevé, tu ferais bien d'aller te coucher, là, t'es râleur ce soir, tu nous fais chier, va te coucher, tu vois. Non, là c'est vraiment et donc c'est réglé, et il sait qu'il doit se lever à telle heure, et donc c'est cette espèce d'auto-monitoring, cette espèce de boucle extrêmement égocentrée, et égocentrée sur son corps, qui est vraiment assez quand même flippante, assez inquiétante, quoi. Mais lui, il le vit très bien. Il le vit de façon heureuse. Donc ouais, ça m'a percuté, quand même, perturbé même. Ouais. Alors, je vais vous donner la parole puisque nous allons profiter du plaisir de la rencontre. Je vais avoir un petit micro qui est là, je vais l'allumer. Ce qui serait bien, si vous êtes d'accord. Ah oui. Ah bah tiens, celui-là il marche mieux. Ah, il est fort, Franck. Franck. Oui. Voilà. Ah, oui, je te dis, c'est Guignol, il est derrière, il va nous taper. Donc je vais vous passer la parole. Ce qui serait bien, c'est que ce soit une fille et un garçon, que ce soit pas que les garçons qui prennent la parole. Voilà, si c'est possible. Alors qui veut prendre la parole? Qui veut poser une question? On a 1 heure, hein. Ah, très bien. Ah ouais, là-bas c'est... Bonsoir, merci beaucoup. Une question sur le genre SF et votre ou ton rapport, je sais pas si je peux tutoyer, ton rapport à la SF, parce qu'après cet essai-là, est-ce que ça te ramène au cyberpunk, à la dystopie, à Gibson, etc. Ou est-ce que dans la suite des furtifs, t'as toujours la conviction qu'il faut aller vers le biologique, le vivant, et peut-être hybrider la SF avec d'autres genres, avec le fantastique, la fantasy, la mythologie, etc. Et moi, je me faisais la réflexion, le dernier gros bouquin de SF qui m'a mis une claque, c'est pas un bouquin de SF, en fait, c'est Alan Moore, Jérusalem, qui est un bouquin qui, pour moi, est incroyable et qui hybride plein de genres. Voilà. Donc, comment cet essai-là fait évoluer tes envies? Ouais, ça conforte une vision ou une intuition que j'ai, moi, sur la SF. Après, c'est ma vision, hein, vraiment, elle est très discutable. Mais c'est l'idée que le cyberpunk, c'est mort. Voilà. Ou en tout cas, qu'on l'a exploré pendant 50 ans, dans tous les sens, avec toutes les dynamiques de promesses qu'on pouvait imaginer, avec toutes les dynamiques dystopiques aussi qu'on pouvait imaginer. Et que même si la technologie est archi-dominante et même une acmé dans nos vies d'occidentaux aujourd'hui,
moi j'ai l'impression que c'est mort. Et j'aime bien dire que c'est comme la mort de Dieu chez Nietzsche, tu sais, la mort de Dieu chez Nietzsche, il dit il faudra des siècles pour que la nouvelle arrive aux oreilles de tous, quoi, tu vois. Donc la nouvelle n'est pas arrivée à beaucoup d'oreilles, à mon avis, mais moi je crois que cette idée que ce couplage avec la technologie, cette hybridation avec la technologie allait nous rendre plus vastes, plus heureux, plus riches, plus intenses, etc. Elle a été largement dévoyée, même si elle reste vraie sur plein de choses. Et il y a bien le logiciel de création, par exemple, musical ou littéraire ou pictural, etc., qui sont extraordinaires. Avec le l'IA, tu peux créer plein de choses aussi. Donc, il y a des couplages qui vont être émancipateurs et qui vont être riches. Mais globalement, moi, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où c'est le biopunk qui va prendre le relais. C'est ce que je vois beaucoup aussi en littérature de genre, justement. C'est-à-dire que c'est l'hybridation avec le vivant. C'est-à-dire que c'est le couplage de l'être humain qui a été coupé, on le sait, par la modernité, a été coupé de la nature très fortement, a été complètement désolidarisé et séparé du monde naturel, des autres animaux, du végétal, des biotopes, de la rivière, du maquis, de la forêt, etc. Et que c'est en renouant avec ces forces du vivant et en créant des fictions qui montrent ce renouement, qui montrent cette hybridation, qu'on va retrouver une forme d'émancipation et de libération qu'on a perdue. Voilà. On s'est encagé dans un monde humain trop humain, on s'est encagé dans un monde hyper techno, et je pense que la libération et l'ouverture, elle vient de ce rapport au vivant. Donc moi, c'est dans ce que j'ai fait récemment, j'ai ouvert ce lieu, cette zone d'expérimentation dans les Alpes d'Haute-Provence, qui s'appelle la Zeste, où on travaille là-dessus. On travaille sur une école des vivants, on travaille sur l'idée de formation d'une culture du vivant qui soit comme une culture du rock, comme une culture du foot, comme une culture. C'est-à-dire que c'est des cultures qui sont aussi des pratiques, qui sont aussi des usages, qui sont aussi des rituels collectifs, qui sont aussi bien sûr des connaissances, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de choses. Donc moi je m'oriente vers le biopunk. Les Furtifs, c'est un bouquin biopunk, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on croit aussi qu'il y a une torsion, que c'est pas si facile que ça, que le mot punk permet de dire c'est un peu fou, c'est un peu dingue, ça va être tordu, ça va être trahi, mais quand même on va plus vers le vivant. On va vers le vivant. Donc moi je suis plus là-dessus. En tout cas c'est ça qui m'intéresse. La fin de la nouvelle qui termine le recueil est là-dessus. C'est une vraie nouvelle biopunk et qui démarre sur une nouvelle cyberpunk, quoi. Tu vois, donc je fais la transition dans la nouvelle, c'est un peu le délire. Après il suffit que tu dises ça pour que le genre parte dans tous les sens et c'est très bien comme ça. Évidemment, j'espère que ça sera pas une tendance linéaire et stupide. Mais je crois pas mal à ça. Ouais, je crois pas mal à ça. Ouais. Oui. Bonjour, déjà merci beaucoup pour tout ça. Moi, il se trouve que je suis ingénieur informaticien, je suis mariée avec un développeur. Et bon, je travaille beaucoup sur l'empreinte environnementale du numérique. Et dans ce cadre-là, je fais beaucoup face aux GAFAM. Et enfin, on a un vrai problème de vision là, parce que le biopunk, là, il faut qu'on arrive à le faire exister. Et en fait, on arrive beaucoup à critiquer le système actuel, mais on n'arrive pas encore à se projeter vers quelque chose de différent. En même temps, il y a quelque chose de très organique avec le numérique, c'est qu'on peut aussi le regarder comme quelque chose avec lequel on tisse plein de liens, un peu comme les arbres avec les mycorhizes, etc. Quand on regarde les plans des réseaux Internet, par exemple, c'est sidérant. Donc il y a aussi quelque chose de très vivant dans notre façon de faire du numérique. Enfin, je trouve que c'est un paradoxe. Et voilà. Et est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer un peu plus sur la vision, parce que on est face à des forces marketing qui sont d'une puissance incroyable, c'est les plus grosses capitalisations du monde aujourd'hui. Donc il va y avoir énormément de moyens, enfin il y a déjà énormément d'investissements qui sont mis dans tout ça. Il va y avoir énormément de moyens qui vont être déployés pour nous donner envie d'y aller. Et en fait, pour l'instant, on est un peu démunis. Ouais, là, moi j'aimerais bien te donner des solutions ou des pistes qui soient hyper crédibles et puissantes. Je peux juste te dire au moins où j'en suis. Mais tu as raison de dire, enfin tu vois, Apple, c'est quand même délirant, la capitalisation boursière d'Apple, c'est équivalent au PIB du Brésil, du Canada ou de la Russie. Je sais pas si vous voyez, quoi, c'est quand même délirant. Ça fait partie je crois, c'est le 8e ou 10e PIB dans le monde. C'est pour vous dire la puissance, quand même, de ces entreprises qui sont des États en soi. En tout cas, leur puissance financière, c'est des puissances d'État, quoi. Avec énormément de bénéfices générés. Donc ils ont un pouvoir d'embarquement, un pouvoir absolument dingue face auquel on est assez démunis. Donc pour moi il y a plusieurs pistes et ces pistes il faut les cumuler, il faut les empiler, il faut les hybrider pour que quelque chose se passe. C'est pas une piste qui va. Bon, pour moi la première piste c'est toujours l'éducation. Ça reste une piste fondamentale qui a absolument été sacrifiée. Voilà. Moi je le dis, je le redis. Ça fait 30 ans depuis, on va dire 95, avec l'arrivée des réseaux, d'internet, etc.
Derrière, on sait que le smartphone, enfin le portable arrive en 95 aussi, mais le smartphone, on va dire, allez, 2007. Les réseaux sociaux, à peu près pareil, 2005-2006. Et on a pris les vagues avec une intensité absolument prodigieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a eu aucune espèce d'éducation au numérique, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à ces médias numériques, à rien. D'accord? On est des barbares des réseaux, on est des barbares du numérique. C'est-à-dire qu'on n'a pas été éduqués. Nos parents nous ont pas éduqués parce qu'ils ont pris ça dans la gueule. Nous-mêmes, parents, on n'éduque pas nos enfants. Je sais pas s'il y a ici des gens, par exemple, qui éduquent leurs enfants aux jeux vidéo, qui leur disent ça, ce jeu vidéo, il est hyper intéressant, il va développer ta spatialisation, des connaissances, il va développer des capacités intéressantes pour toi. Celui-là, attention, c'est des jeux complètement addictifs sur boucle dopaminique et joue pas à ça. Tu vois, c'est-à-dire que l'éducation qu'on donne à nos gosses, moi je vois, j'ai des parents de bobos, etc. autour de moi, je suis moi-même un bobo, hein, je considère que je suis un bobo vu mon niveau de richesse maintenant. Qu'est-ce que je fais? J'éduque mes gosses à quoi? À dire, tiens, tu regardes telle série télé, tu regardes tel long métrage, tu lis tel BD, tu lis tel livre. Voilà, mon éducation, elle s'arrête là. J'arrive même pas à faire éducation jeux vidéo, alors que j'ai monté un studio de jeux vidéo, que je devrais le faire. Je le fais même pas. J'ai pas le temps de le faire. J'éduque pas aux réseaux sociaux. J'éduque pas au smartphone. Donc, j'éduque pas à ce qui fait le quotidien le plus intense, le plus immédiat et le plus chargé de nos adolescents. Tu vois? Donc, l'éducation, elle est pas là. Alors, maintenant, on passe à l'éducation nationale. Les connards de Gabriel Attal, etc., qui sont là à être sur l'abaya et toutes ces conneries, mais t'as envie de les tuer d'une balle dans la bouche. Pourquoi t'as envie de les tuer d'une balle dans la bouche? Parce que les mecs, il a une seule chose à faire, s'il veut vraiment être un ministre de l'Éducation nationale, qui fait son boulot, c'est de créer une matière qui s'appelle la techno, qui s'appelle le numérique, qui s'appelle l'éducation numérique, et qui soit aussi important que les maths et le français. Voilà. Et qui éduque les gamins, qui leur explique les systèmes de dépendance, le design de la dépendance, les biais cognitifs utilisés, qui leur apprennent à utiliser les bons jeux vidéo, à jouer aux bons jeux vidéo, qui leur apprennent à se servir d'un réseau social, d'un moteur de recherche, qui leur apprennent aujourd'hui à utiliser l'IA générative pour créer, pour dialoguer et de façon intéressante, pas pour se faire manipuler par l'IA. Voilà, c'est ça le boulot de l'éducation nationale aujourd'hui, et ça devrait être aussi important que les maths et le français, parce que c'est ce qui fait la vie de nos gamins, c'est ce qui fait notre vie à nous. Je veux dire, combien de temps vous passez sur un smartphone par jour, sur un écran par jour? C'est beaucoup plus qu'à faire des maths ou du français ou je sais pas quelle autre matière. D'accord? Donc, éducation numérique, ça devrait être, on aura tout balancé dans l'éducation nationale, on fait 3 heures de cours dès le collège là-dessus, et pendant toute la scolarité, tu vois? C'est quoi le but de l'éducation? C'est d'émanciper les gens, c'est de faire des citoyens libérés, émancipés, intelligents, ouverts. Comment tu peux le faire si t'es pas éduqué au numérique, à l'utilisation numérique? Tu peux pas le faire. Voilà. Donc la clé éducative, elle est dingue. Mais moi, je reste pas à l'éducation nationale parce que ça va être des millénaires qu'il va falloir pour qu'ils se réveillent. Mais éducation par les associations, peut-être des classes bleues, comme on dit les classes vertes, qui seraient des classes pour apprendre à utiliser ces technologies, à utiliser le jeu vidéo, encore une fois, etc. C'est l'interéducation, c'est l'éducation, oui, des parents vers les enfants, mais peut-être des enfants vers les parents. Enfin voilà, il faut s'interéduquer, il faut s'entre-éduquer, mais il faut qu'on décide que ces usages-là, on les reçoit pas tels que les GAFA nous les ont construits. Sinon, on se fait bouffer, quoi. On se fait bouffer et on est dans les courbes d'auto-addiction. Donc ça, c'est une piste ultra importante à déployer. Après, il y a plein d'autres choses, quoi. Mais ça, c'est quand même, je trouve que c'est clé. Après, on pourrait parler de la création de mythes, la mythopoïèse, les récits, les imaginaires, comment tu les bosses, comment tu les travailles quand tu es auteur de SF, quand tu es auteur de fantastique, qu'est-ce que tu fais avec ça, quel mythe tu rends enviable, comment tu joues sur l'économie de désir. Moi, je le dis, voilà, dans ce qu'on fait, nous, dans les Hautes-Alpes, je pense qu'il y a 2 désirs capables de faire pendant à la machinerie de désir du technocapitalisme. C'est les liens humains et c'est les liens au vivant. C'est les 2 trucs. Moi, je vois les gens, ils arrivent, là où on est à 1300 mètres, ils arrivent avec le smartphone. Au bout de 2 jours, ils ont posé le smartphone, donc j'aurais rien dit. Pourquoi ils l'ont posé? Parce qu'ils sont là à créer, ils sont là à discuter avec des gens intéressants. Ils sont dans un cadre dingue où t'as des chameaux partout, t'as des loups, t'as des chevreuils, tu vas te baigner dans la rivière, tu ramasses des champignons, tu bouffes super bien, tu bois des super vins, tu t'es dans un épicurisme intelligent, et donc tu te rends compte que le lien humain avec des gens intéressants, ça te libère. Les liens libèrent, c'est les liens qui libèrent. L'ultralibéralisme, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend, les liens c'est des chaînes, les liens c'est une aliénation, les liens familiaux, les liens aux communautés, les liens sociétés, tout ça est néfaste et mauvais, on peut se libérer que individuellement, tu vois? Et là, tu leur montres que non, le collectif, quand il est bien construit, quand il est géré en intelligence collective, etc., il te libère, il t'ouvre, il t'agrandit, et tu sors, t'es plus riche, quoi, tu vois. Tu fais des rencontres qui sont riches, tu développes. Et ça, c'est plus fort en termes de désir que d'être sur son smartphone ou d'être sur le réseau social. Mais putain, il faut un lieu pour ça, il faut du temps, il faut de l'intensité, il faut de la présence, il faut des gens intéressants, il
faut plein de choses. Mais et puis après, le deuxième truc, c'est le lien au vivant. Et là, on revient en biopunk. Mais si tu développes pas ces deux réseaux-là, ces deux étoffes-là, ces deux systèmes de liens-là, on dépassera jamais le capitalisme. Le capitalisme, il faut le battre sur le terrain du désir. Moi, je dis toujours ça. Battons-le sur le terrain du désir. Mais pour le battre sur le terrain du désir, il faut réfléchir à ce qui est aussi fort en termes de désir que le pouvoir que te donne une appli, qui est incroyable, tu vois. Ça nous donne du pouvoir, ces putains d'outils. Donc rien que ça, c'est une économie de désir dingue, de dire, putain, j'ai du pouvoir, j'ai de la maîtrise, j'ai du contrôle grâce à une appli, grâce à un outil. Ben, vas-y, mets quelque chose en face qui soit aussi, déjà aussi fort que ça, quoi, tu vois. Donc, et après, dans le bouquin, je montre toutes les machineries de désir, enfin, toutes les économies de désir qui sont activées. T'as la conjuration de la peur, t'as la loi du moindre effort, t'as l'antique désir d'être Dieu, etc. Enfin, j'en définis un certain nombre, et je dis, en face de ça, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre, quoi, voilà. Donc, mais déjà, éduquons-nous, si tu t'éduques, ça va mieux, quoi. Bon, là, je suis parti, là. Ouais, c'est ce qu'ils disent au fond. Ouais, non, faut l'arrêter là. Monsieur, vous voulez te poser une question? Non, je voulais pas vous couper, désolé. Merci David Dufresne déjà d'organiser ces discussions. Merci Alain d'être là. Je voulais parler des IA. Vous en avez parlé brièvement pendant la discussion. Vous venez de parler des vagues de techniques, de techno qu'on s'est prises sans éducation. C'est un peu ce qui est en train d'arriver avec l'IA. On a très peu de contrôle. Il n'y a pas de comité d'éthique de l'IA. OpenAI vient de casser complètement leur comité d'éthique. Sam Altman a dit qu'il fallait 7 trillions de dollars pour créer ce qu'il appellerait l'intelligence artificielle générale. Il y en a d'autres qui pensent que sans corps, ces réseaux de neurones pourront jamais expérimenter ce que c'est d'être humain et donc atteindre ce niveau-là. Moi, je fais de l'associatif, je fais des colos. J'ai un élève qui m'a dit en avril qu'il utilisait ChatGPT comme psy, qui lui demandait des conseils au quotidien pour savoir comment gérer. Voilà. Vous avez parlé de manière un petit peu optimiste tout à l'heure des IA génératives, donc voilà, j'aurais aimé que vous élaboriez un peu ce que vous y voyez d'intéressant. Je sais que Nick Cave a dit, il a essayé de composer une chanson de Nick Cave avec ChatGPT, il a trouvé que c'était de la merde. Donc voilà, j'aurais aimé votre avis sur la vague IA qui arrive et ce que vous en pensez. Ouais, c'est extraordinairement difficile et central comme problème. Bon, pour moi, c'est la troisième grosse révolution. Voilà, la première révolution, c'est l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire du fait que on a des réseaux et qu'on est constamment connecté à ces réseaux, où qu'on soit. Donc ça, c'est une première révolution, c'est-à-dire que tu rentres dans la méga machine, tu rentres à l'intérieur de la machine, tu n'as pas une machine extérieure, tu es à l'intérieur de la machine et tu vis à l'intérieur. La deuxième, ça a été vraiment le smartphone, c'est-à-dire moi je l'appelle l'objet nomade totalitaire, au sens totalitaire où il totalise l'ensemble, l'intégralité de nos vies, c'est-à-dire que c'est notre mémoire, c'est l'ensemble de nos liens affectifs, c'est la chose avec laquelle on joue, c'est la chose avec laquelle on travaille, c'est la chose avec laquelle on séduit, c'est tout à la fois. Voilà. Donc, cet objet nomade totalitaire qu'on a à chaque instant et à chaque moment de nos vies, c'est la deuxième grosse révolution. Ça a totalement modifié même la gestuelle des gens, même l'anthropologie de Sapiens. Moi, je considère que c'est un reboot de Sapiens, le smartphone. Il suffit de regarder les gens comme ils sont et tu as compris que c'est plus du tout la même espèce. Et le troisième, c'est l'IA générative. Voilà, ça c'est clair pour moi. Et la vague, elle va être d'une puissance que vraiment, je pense, on sous-estime complètement. On le voit au niveau du monde du travail, c'est-à-dire que c'est des millions vraiment d'emplois qui vont sauter, au point que Sam Altman lui-même, il parle du revenu universel et qu'il y a beaucoup de gens dans la Silicon Valley qui tout d'un coup font popper cette grande idée de gauche au départ, qui est le revenu universel, le revenu de base pour tous, parce qu'ils savent qu'il y a tellement de jobs qui vont être tués que si tu donnes pas un revenu universel, tu peux créer une révolution assez vite, je pense. Ouais. Bon, mais en dehors de tous les boulots qui vont être remplacés, parce que c'est des boulots du tertiaire, c'est des boulots tout boulot qui utilise le langage peut être à terme remplacé par les IA génératives, puisque c'est des machines de langage. Et comme nous, c'est notre fonctionnement humain, ça va remplacer énormément de postes. Moi, je crois plusieurs choses. Alors, la version positive, elle est que nos créations sont devenues des créatures. Voilà. On a créé quelque chose qui est responsive, comme on dit maintenant, c'est-à-dire quelque chose qui nous répond, quelque chose qui est capable de dialoguer, de discuter avec nous de façon intéressante, aussi intéressante que plein d'autres êtres humains, quelque chose qui synthétise et malaxe la totalité des données humaines, puisque c'est comme si toutes les bibliothèques avaient été synthétisées, catalysées dans ces machines, et donc on a accès à l'ensemble évidemment du savoir et d'une façon qui est structurée et qui est très bien rédigée, en tout cas rédigée en langage moyen, efficace. Donc ça veut dire que ça va être notre premier psy, ça va être quelque chose de gravissime là je partais sur le positif mais je suis déjà sur le négatif. Je pense, moi, le plus difficile, je vais vous dire en anticipation, c'est pas d'imaginer les technologies du futur, parce que tu le sais assez vite avec les prototypes, c'est d'imaginer les usages de ces technologies.
c'est-à-dire la culture que ça va générer. Moi, ce que je crois depuis les furtifs et bien avant, donc depuis 2005, c'est que la clé et le point de fuite de la techno, c'est-à-dire l'endroit vers où on va, c'est l'IA personnalisée. Voilà, c'est l'IA personnelle à soi. Voilà. J'appelle ma IA, donc on va appeler Mia si tu veux, ça fait un prénom. C'est Mia. Mia, ça va être quoi? Donc, ça va être une intelligence artificielle qui sera entièrement paramétrée autour de nous, qui aura toutes nos traces, qui aura toutes nos pratiques, tous nos achats, qui sera exactement le temps qu'on passe en ligne sur tel ou tel truc, nos centres d'intérêt, etc. Bien mieux que n'importe quel copain, n'importe quelle copine, n'importe quelle sœur ou frère ou n'importe quel parent, parce qu'elle aura la vérité de ce qu'on fait en permanence et de la géolocalisation et des déplacements et tout ça, et avec lesquels on dialoguera en permanence et on dialoguera en langage naturel, parce que maintenant la reconnaissance vocale est suffisante et la capacité aussi vocale, le deepfake de ces outils sont. Donc tu choisiras avec qui tu discutes, tu verras la voix de Marion Cotillard, la voix de Scarlett Johansson, la voix de qui tu veux, et tu discuteras avec. Ça va produire quoi? C'est-à-dire que le technococon, il va se renforcer à une puissance 1000, et que le premier interlocuteur, le premier point de passage que tu auras vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres, ça sera ton IA. C'est à elle que tu parleras le plus souvent, c'est à elle que tu discuteras le plus souvent, c'est à elle que tu confieras les choses les plus intimes, c'est avec elle que tu feras des exercices de psy, en quelque sorte, tu vois, comme moi je vois mon ado aussi qui commence à faire ça. Voilà. Donc ça, c'est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que ton premier rapport au monde, c'est un rapport avec une machine de langage. Ça, je suis convaincu que ça va être ça. Voilà. Ça va dynamiter complètement les rapports humains, ça va créer un truc qui est massif. Je sais pas du tout ce que ça va produire dans une société, mais je crois pas que ça soit forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand je parlais du rapport à l'altérité, si tu as une IA qui est bienveillante, parce qu'elle sera bienveillante, elle te parlera bien, elle te parlera avec le ton de voix que tu veux, elle sera toujours à ton écoute 24 heures sur 24, ce que ne fera jamais ta meilleure copine ou ton meilleur copain, ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que tous les autres autour, ta mère, ton frère, machin, ils vont te paraître pas assez attentifs à toi, tu vois, pas assez à l'écoute, ne te comprenant pas assez, ne sachant pas que quand tu rentres dans un resto, toi tu prends toujours entrée plat et pas plat dessert, tu vois, et qu'en musique, ben ouais, t'aimes les Pixies, mais t'aimes pas Placebo, tu vois. C'est ça qu'il faut, voilà. Donc ça, moi, c'est quand même assez dingue et ça va vraiment modifier beaucoup de choses. Maintenant, je reviens en positif, c'est-à-dire que comme ces machines sont extrêmement bien programmées, de plus en plus fines, ça peut créer des ping-pong et ça peut t'apprendre des choses très dingues. C'est-à-dire que tu peux progresser et apprendre beaucoup de la machine, comme tu peux lui apprendre toi-même et la former et la structurer selon ton envie, tu vois. Donc si tu le fais avec suffisamment d'intelligence, de recul, sans mettre des tonnes d'affect à l'intérieur de ton rapport avec cette machine, il peut se passer des choses intéressantes. Mais comme c'est une simulation de sujet, comme c'est une simulation parfaite de sujet, de plus en plus parfaite de sujet, nous on est des animistes, on est une espèce animiste, c'est-à-dire qu'on anime la machine, on projette en elle des affects, des sentiments, des idées, etc. On peut pas s'empêcher de faire ça. Mais c'est ce qu'il faudrait s'empêcher de faire. Il faudrait toujours se rappeler que c'est une simulation. Quand elle parle, c'est une simulation de dialogue. Quand elle crée quelque chose, c'est une simulation d'intelligence. Quand elle crée un texte, c'est une simulation d'écrire. C'est toujours de la simulation. Mais nous, on va le prendre comme une vérité, on va le prendre comme quelque chose de vrai, comme quelque chose de crédible. Et cet animisme, ça va être très difficile de lutter contre. Voilà. Donc c'est super super chaud. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que si on fait pas extrêmement vite une éducation à l'IA, ça va tout laminer. Et ce qui va se passer, c'est que tu as 5% des gens qui vont être suffisamment intelligents, malins, compréhensifs, etc., pour utiliser l'IA à leur bénéfice. Et puis tu as 95% des gens qui vont subir l'IA. Mais dans tous les domaines. Hein. Dans le rapport à l'institution, dans le rapport à l'organisation, déjà on a toutes les IA quand on appelle, quand on veut un service de maintenance, quand tu vois. Donc on va subir tout ça. Voilà. Donc si on y aborde, enfin voilà, moi c'est plus anthropologiquement que je suis terrifié, voilà, de ce que ça va produire. Parce qu'en soi, c'est un outil absolument prodigieux, quoi. Moi je me suis amusé, hein, j'ai fait différents trucs, j'ai dit voilà, si t'étais Alain Damasio et que tu faisais un roman sur l'eau, tu vois, j'ai envie de faire un roman sur l'eau, mon quatrième roman, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Elle m'a renvoyé des idées. J'ai fait refresh, tu vois. Et c'était hyper intéressant, elle m'a renvoyé tous mes clichés. J'ai pris tous mes clichés dans la gueule. Tu vois? Alors je peux vous dire mes clichés, c'est un monde dystopique au départ, qui va se transformer en utopie, tu vois. Dans ce monde dystopique, t'as un mouvement révolutionnaire. Dans ce moment révolutionnaire, t'as un deux personnages qui sont vraiment forts et tout ça. Et à la fin, ça part sur de la philo, de la métaphysique, de la cosmogonie de matière, etc. Tu vois? C'est boum, 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 j'ai tout pris dans la gueule. Donc je dis, ok, c'est pas ça que je vais faire. Tu vois? Mais voilà, bon, c'est ouf. Non, mais c'est. Enfin, moi j'ai lu beaucoup d'articles sur les IA pour te dire. J'ai lu des tas de trucs pour faire un silicium sur les IA. Il y a rien qui m'a convaincu. C'est-à-dire que je n'arrive pas à avoir une pensée d'un niveau d'un Deleuze, d'un Foucault, d'un Baudrillard sur l'IA qui permettrait de me dire putain,
il a vu un truc, c'est vers ça qu'on va, c'est ça dont il faut se méfier, c'est ça qui est important. Même les critères d'analyse de l'IA, donc moi je bidouille comme tout le monde, je fais mes petites intuitions, je fais mes petits trucs, je lis des articles de plein de philosophes, de penseurs, etc. Mais je trouve qu'on n'a pas de penseurs d'un niveau qu'on avait dans les années 70, et il nous manque un penseur de l'IA qui nous sortirait des trucs vraiment justement intelligents et qui nous rendrait attentifs à ce qu'il faut faire. Dans les trucs les plus intéressants que j'ai lus, moi, c'est que ça serait une nouvelle forme de vie. Tu vois, simulé, évidemment, mais c'est tellement actif, tellement responsif, il y a tellement d'interactions possibles avec, qu'il faut le traiter comme on traiterait les animaux, comme on traiterait les espèces vivantes, comme on traiterait un autre être humain. C'est vraiment comme une créature, tu vois. Il y a ce côté-là. De dire, il faut arrêter de penser que les formes de vie, toi tu parlais des réseaux comme de formes de vie qui se déploient, etc. Je pense que l'IA, on peut la considérer comme une forme de vie. Et en tout cas, la traiter, même si on sait que c'est une simulation, comme une forme de vie, et avec tous les problèmes que ça pose d'avoir un rapport avec une forme de vie. Donc, tu vois, la SF est construite sur l'idée du rapport à l'animal et du rapport au robot. Je sais pas si tu as vu, en SF, c'est soit le rapport à l'altérité animale, qui devient monstre, alien, machin, soit le rapport au robot, qui devient IA, ou la version abstraite du robot, c'est l'IA, tu vois. Et la SF est construite autour de cette confrontation à ces deux formes de vie, avec la question centrale qui est, qu'est-ce qu'est l'être humain, tu vois? Qu'est-ce que l'être humain par rapport à l'animal? Qu'est-ce que l'être humain par rapport à la machine? Tu vois, on est toujours entre ces deux trucs-là. Et peut-être qu'il faudra en arriver à l'idée que la machine est aussi un animal et qu'il va falloir un animal intelligent qu'il va falloir travailler là-dessus. Alors Alain, nous avons peut-être le Deleuze de l'IA. En tout cas, Gérald travaille dedans et avec l'IA. Deleuze, Génial. Baudrillard, qu'est-ce que tu veux être qui? Ouais, ça serait bien Deleuze, mais j'en serais ravi. Bonsoir Alain, merci de toute cette intervention. Alors moi, il y a une question qui me taraude quand même. On parle beaucoup de l'intervention donc du privé, des GAFAM dans notre sphère et dans notre vie publique, privée en tout cas, mais quid du public, c'est-à-dire de l'IA qui serait utilisée par le gouvernement. Alors les Jeux Olympiques arrivent, la cybersurveillance existe, et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, au lendemain d'une élection qui s'annonce un peu compliquée, en fait, j'aimerais avoir un peu ton sentiment sur le sujet, c'est-à-dire que à quel moment, quand le gouvernement ou des institutions s'emparent d'une IA ou d'algorithmes pour faire du tri social, comme ça peut se passer à la CAF ou amener voilà, comment dirais-je, peut-être exercer une forme de discrimination à certains endroits. Comment on voit ça d'un point de vue d'écrivain de science-fiction? Est-ce qu'on est encore dans la science-fiction ou est-ce qu'on est en... Non, mais ça c'est déjà là, et effectivement la biométrie elle est opérationnelle avec les IA. Ce qu'on va avoir, moi, c'est des gens, des flics avec des lunettes comme moi, et qui sauront exactement tous les noms ici. Moi, je vous regarderai, puis vous serez de toute façon en banque de données déjà, et je saurai les noms de chacun d'entre vous, quoi. Et au début, ça sera utilisé dans le civil pour reconnaître des amis ou des gens, mais c'est ce qui arrive, quoi. Je pense qu'on aura bientôt en biométrie la quasi-totalité des visages, et peut-être même les empreintes vocales, tu vois, ils travaillent, je pense, à terme sur les empreintes vocales. Donc, là-dessus, moi, depuis la zone du dehors, depuis mon premier bouquin, donc ça fait déjà 30 ans, je travaillais là-dessus, ça vient tranquillement, lentement, c'est freiné uniquement par les mouvements civiques, par l'action politique et la militance, et heureusement, mais quand t'as des pouvoirs aussi prodigieux amenés par les technos, à un moment ou à un autre, que ce soit officiel ou officieux, ils l'utilisent, quoi. Tu vois, donc ça, c'est, de toute façon, quand on voit ce qu'ils ont fait depuis Snowden, enfin, tu vois, on sait ce qui est capable que n'importe quel IP, tu peux savoir la totalité des navigations dans tous les sens, tous les sites, tu peux rentrer par les sites, tu peux rentrer par le mail, tu peux rentrer par plein de choses, tu peux choper les mots de passe, tu peux tout faire. Enfin, tu vois, donc, oui, ils vont généraliser sur la biométrie, ils vont encore aller plus loin, et l'IA va aider tu vois, ce qui est génial, c'est que quand tu vois, moi j'adore revoir les films, tu vois, sur l'Allemagne de l'Est, et puis ils surveillent, par exemple, un metteur en scène comme dans, c'est quoi, c'est pas Le Goût des autres, comment ça s'appelle ce film La vie des autres. Ouais, tu vois, et donc t'as un metteur en scène un peu ambigu, et donc ils mettent une personne ou deux personnes juste sur une, t'imagines l'absence de productivité du contrôle, tu vois, c'est vraiment la moulinette, quoi, t'es obligé de mettre un humain pour un humain, etc. Avec l'arrivée du numérique, c'est fantastique, tu contrôles des millions de personnes avec juste les IA, quoi. Tu vois, donc tu fais ce boulot avec une économie de moyens, une économie d'échelle prodigieuse, quoi. Mais tu vois, si le FN passe, si le RN passe, faut bien voir que le RN, ils utilisent beaucoup les bots, sur le réseau. Moi, le gars que j'ai vu, Grégory Lardon, dont je vous parle, l'attaque du Capitole, il expliquait que elle a été préparée par les bots
de Trump, c'est-à-dire ils utilisent énormément de machines de langage et de petits robots, etc., qui génèrent du flux sur les réseaux sociaux pour créer une atmosphère, pour créer un climat insurrectionnel qui ensuite a débouché sur le Capitole. Ils ont redémonté ça, ils ont montré à quel point ça a joué. Et généralement, les fachos, le RN, etc., ils utilisent ça beaucoup plus directement et plus... ils vont utiliser les deepfakes, ils vont, tu vois. C'est-à-dire que eux, ils sentent la ressource de pouvoir que ça donne, tu vois. Alors que nous, on est toujours là, y aller doucement, puis plus t'es à gauche, plus t'es techno, critique, etc. Eux, ils prennent le truc, ils se disent, ok, c'est un pouvoir. Donc ouais, ça va aller très loin. Ouais, mais ça, c'est sûr que ça va aller très loin. Il faudra créer des IA pour contrer les IA. Enfin, il y aura tout un boulot. Et c'est pour ça que moi, je fais appel aux hackers aussi. Je me dis, putain, je trouve que les hackers, on les voit plus beaucoup. Les white hats, on les voit plus beaucoup. Et je pense qu'il y a un boulot colossal à faire de la part de ceux qui savent coder, qui savent pour saboter, pour brouiller, pour empêcher que ça, pour anonymiser, pour empêcher que ces outils se déploient ou soient efficaces, quoi. Mais putain, ça fait peur. Ouais. Et les JO, et puis en plus, chaque événement est un laboratoire, quoi. Tu vois. C'est un métier, il faut y aller. Bonjour Alain. Merci pour votre intervention. Alors, moi, je suis doctorant en maths appliquées et je suis fasciné par toutes les IA, tout ce qui se passe en ce moment. Et je voulais avoir votre avis sur notamment Microsoft qui a 2-3 semaines a développé, a mis en place un nouveau process avec une IA pour détecter les molécules qui pouvaient être remplacées dans nos batteries, pour l'électrolyte des batteries, et donc identifier les nouveaux candidats qui pouvaient être pertinents pour notre usage des batteries qui sont omniprésentes aujourd'hui. Et notamment, ce qui je trouve intéressant n'est pas nécessairement la finalité qui est d'améliorer les performances des batteries, mais plutôt la méthode qu'ils ont utilisée, qui était d'être capable d'identifier au-delà de 10 millions de molécules possibles, la molécule candidate qui serait la plus pertinente pour répondre à nos besoins. Ainsi, on peut supposer que cette méthode puisse être utilisée dans d'autres domaines tels que la médecine, où nous savons qu'aujourd'hui nous ne sommes pas capables numériquement de simuler les molécules qui pourraient potentiellement être candidates pour des remèdes pour des virus tels que le sida, etc. Donc personnellement, de ce point de vue-là, moi, je trouve ça fabuleux ce qu'on arrive à créer avec l'IA, donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Ouais, sur le domaine médical, c'est sûr que ça va accélérer un paquet de découvertes parce qu'ils peuvent tester effectivement. L'IA peut aller chercher ou trouver la molécule qui serait adéquate et faire des tests à vitesse incroyable, fulgurante par rapport au temps que mettrait la recherche pour. Donc il y a certains domaines de la recherche, moi je dis pas dans les medtech, ils m'ont dit il y a certains domaines de recherche où on va trouver en 3 mois ce qu'on aurait mis 3 ans ou 6 ans à trouver. Et ça fait partie des apports de l'outil. Enfin, tu vois, c'est l'outil peut amener ça, quoi, peut déployer des choses. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si t'es pas attentif c'est toujours du pouvoir. La technologie, c'est toujours du pouvoir. La base de la technologie, c'est que ça nous permet de faire des choses à une machine, de pas faire directement et de faire. Moi, je défends la puissance, je défends l'idée de faire directement le maximum de choses parce que je trouve que c'est ça la puissance humaine. Mais de faire, ça donne des effets d'échelle absolument délirants, quoi. Tu vois. Donc, tu te dis, souvent ils amènent ça, soit par les handicapés, soit par la médecine, soit dans un cas comme ça. Donc c'est typiquement le cas où on te dit, mais regarde, c'est incroyable, on va trouver en 3 mois un antidote au sida alors qu'on a mis 30 ans à essayer de le trouver, machin, tu vois. Bon. Et puis on te dit pas tout le reste. Voilà, on te dit pas, c'est-à-dire que personne veut surtout parler des effets notamment sociologiques, psychologiques, anthropologiques, directs que ça va avoir sur la vie des gens, tu vois. Je veux dire, si tu amènes l'IA, tu peux dire l'IA générative, c'est absolument génial. Enfin, moi, j'utilise, je regarde, c'est fabuleux. Mais je veux dire, tous les boulots qui vont disparaître, qu'est-ce que ça produit socialement, politiquement, quel monde ça fait, qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce que tu vois. Et ça, c'est de l'impact direct, mais c'est de l'impact social. Tu vois, c'est pas du. Donc toujours se méfier, moi je trouve de ces exemples où on te dit mais regardez, c'est génial. Ben ouais, mais un exemple suffit pas à justifier. Il faut essayer d'avoir une vision globale de ce que ça induit sur une société, quoi. Et quand on parlait de l'IA personnalisée, moi je pense que c'est le premier effet anthropologique dramatique que ça va produire, c'est de nous fermer sur cette IA personnalisée. Qui parle de ça? Enfin, tu vois, il faut des auteurs de SF à la con qui vont te raconter ça, mais tu vois, on va te dire oh il est gentil, Damasio, il va nous faire une fiction sur l'IA personnalisée. Bah ouais, quoi, tu vois. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a de
être dangereux dans ce que l'IA va amener demain, moi je pense, quoi. Et ça n'empêchera pas que par ailleurs, elle va sauver plein de vies et qu'elle va améliorer plein de choses, tu vois. Une dernière question du public, après il y en aura du chat. Ah, il y a le chat, ouais, j'ai pas de chat. Ouais. Oula, coup de pression sur la dernière question alors. Des trucs de chatbot, là. Bonjour Alain, Ouais. merci pour de venir à Paris. Et une question sur les low-tech, je ne sais pas si tu connais ce concept, est-ce que tu saurais aussi le traduire en français? Parce que moi j'essaie de le traduire dans ma tête, mais low-tech, donc un peu en opposition en high-tech ou en complément. Et est-ce que ça pourrait pas être une alternative? Est-ce qu'il n'y a pas des genres qui sont des auteurs de SF aussi qui ont exploré un peu ce concept qui émerge, un peu en open source et un peu en alternative justement au high-tech? Moi, je suis bon, voilà, si tu m'as lu, tu sais que je suis à fond, évidemment, pour les low-tech. C'est la merde à trouver un terme meilleur que ça. Parce qu'en français, ça donne technologie émancipatrice ou ça donne technologie conviviale. Donc, tu vas avoir 8 syllabes quand l'anglais te le fait en 2 et en plus avec une plosive finale, le low-tech, tu vois, qui est super speed. Donc, bon, voilà, l'ergonomie de la langue fait que tu vas aller sur une bisyllabe. Moi, ben voilà, je le fais dans le bouquin, je reprends l'idée de Illich de technologie conviviale. Et technologie conviviale, c'est quoi? C'est technologie que tu peux maîtriser, que tu peux contrôler, que tu peux bricoler, que tu peux réparer, qui demande peu d'intrants en amont, qui demande peu d'extra en sortie, qui crée peu de déchets, qui écologiquement est sobre, qui écologiquement est frugal. Bref, tout ce que la low-tech amène, et surtout ça amène un travail collectif, un travail d'atelier, c'est des choses que tu peux faire ensemble. Mais rien que le fait de pouvoir réparer ou bricoler une machine ou une technologie, c'est fondamental pour l'appropriation, c'est fondamental pour la liberté, c'est fondamental pour être émancipé vis-à-vis de la techno. Donc, c'est ce qui nous manque profondément. Toutes les technos qu'on a, c'est du high-tech. Une tablette Apple, c'est typiquement du high-tech. Tu n'as aucune autonomie sur l'outil. Tu dois utiliser l'outil tel qu'il a été conçu. Point à la ligne, quoi. C'est ce qu'il appelait l'hétéronomie, quoi. C'est-à-dire, c'est l'inverse de l'autonomie. L'hétéronomie, c'est que tu es totalement dépendant de la façon dont l'outil a été conçu, quoi. Donc, la low-tech, c'est sortir enfin de ça, quoi. D'où le fait de l'importance de savoir coder, de pouvoir bricoler, etc. Toi, Illich, il donnait cet exemple tout con du vélo, tu vois. C'était un vélo. Alors, je ne parle pas du vélo électrique. Ce vélo électrique, justement, il amène de l'hétéronomie. Le vélo normal, ta chaîne elle saute, tu mets les mains dans le cambouis, tu remets la chaîne. Tu comprends que tu as besoin d'une chaîne sur la grosse roue pour que ça roule, quoi. Le pneu crève, avec des rustines, tu t'en sors, tu vois, tu peux démonter une roue, c'est-à-dire que tu as une autonomie sur l'outil. Tu comprends intégralement comment marche un vélo, comment il freine, comment il pédale, comment, tu vois, tu comprends tout. Et donc, tu es dans le low-tech. Et du coup, en plus, c'est à la force musculaire, donc tu dépenses une énergie minimale. Et c'est recyclable, etc. Donc moi, je suis à fond pour le low-tech. Et je pense que l'avenir est au low-tech. Voilà. Mais d'abord parce que sinon, les ressources de la planète vont être exhaustivement pillées et que on n'aura plus de terres rares, plus rien. Et ça va être, voilà. Donc la low-tech, c'est l'avenir, tout simplement. C'est l'avenir. Et j'espère que moi, dans mon prochain bouquin, ça va être le cœur du niveau technologique. Je vais le mettre tout en low-tech, quoi. Tu vois, ça me paraît évident. Ouais. Alors, le chat m'engueule, mais vraiment, je n'y suis plus rien. Pirate Capuche nous dit, donnez le micro aux filles, please. J'ai tenté, hein, mais les filles n'ont pas pris le micro. Voilà. Il y a une question de Charles Van sur le langage. Vous faites souvent un parallèle entre contexte, environnement social et langage dans vos histoires futuristes. Vous qui connaissez bien la nature, guide, je crois, quel regard portez-vous sur l'histoire et les patois? Oh, la question, quoi. Alors, on se moque pas du chat. Ah non, ça c'est pas bien du tout. Hein. C'est pas bien. Non, j'ai pas d'avis particulier sur les patois. Moi, comme je suis un écrivain, je considère que plus il y a de langues que je peux utiliser, mobiliser et mettre au service des fictions, mieux c'est, quoi. Voilà, moi, dans la Horde, j'ai utilisé par exemple le parler percheron, c'est le parler du perche. J'avais un trésor du parler percheron qui faisait je sais pas combien de pages. Et j'utilisais plein de mots donc c'est un langage du XVIIIe siècle, essentiellement, et les paysans du XVIIIe. Et j'utilisais pour Golgoth beaucoup du parler percheron. Donc je pompe des fois dans le patois, des fois je pompe dans le québécois, des fois je pompe dans les registres argotiques, moi je trouve que plus t'as de registres mobilisables, mieux c'est, et plus ça te permet d'incarner des personnages différents aussi. Donc, patois, très bien. Mais voilà, il faut apprendre, quoi. C'est du taf encore. Ouais. Alors, je donne la parole aux voix féminines du chat. Il y a Vera Mesda qui... ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Peut-être ça va t'inspirer. En tant que fille d'ouvrier, dit-elle, je n'ai jamais cru à la promesse de la libération par les machines. Ah, pas mal.
Ça, c'est bien. Ah, C'est une ludite dès l'origine. Ouais, c'est pas mal, mais c'est sûr que si tu travailles à la chaîne, je pense que le principe de libération par les machines, ça devait te paraître un peu lointain et contre-intuitif, quoi. C'est sûr. Mais en tout cas, sur les technologies quotidiennes et numériques, très fluides, très faciles, très commodes d'accès, on peut avoir ce sentiment que ça libère et ça ouvre plein de choses. Enfin, moi, je donne toujours l'exemple de la musique parce que je trouve ça dingue. C'est encore quelque chose qui me fascine. Il y a deux choses qui me fascinent qui sont très simples. C'est Google Maps, je le dis. C'est-à-dire la possibilité que tu as cette terre et tu zoomes sur n'importe quel endroit en 2 secondes, tu accèdes à n'importe quel point du globe avec évidemment, toute le paysage, la vision satellitaire, etc. Tu te déplaces sur le globe comme ça. Ça, je trouve que c'est absolument fascinant. Ça reste quelque chose de totalement fascinant pour moi. Et puis, simplement avoir l'accès à la totalité des musiques du monde, quoi. Tu vois, c'est extraordinaire. Tu veux explorer un genre, tu peux explorer un genre hyper pointu. Ça, c'est fabuleux quand même. Tu vois, il y a un truc de dingue. Donc ça, oui, c'est émancipateur pour moi, c'est libérateur d'accéder à toutes les musiques du monde. Tu vois, mais c'est pas une machine quand tu travailles à la chaîne, ouais, c'est sûr. Voilà. autre voix féminine, c'est Emmanuel Desfeux, qui dit, alors je pense qu'il y a une petite méprise, dans ces conversations, vous faites vraiment comme si la planète, alors en fait, c'est pas toi, Ouais. c'est les gens que tu as rencontrés, mais qui font comme si la planète est inépuisable. Quid des ressources nécessaires à ces technologies? Et Non, mais c'est bien de ouais. étonnamment, dans ton bouquin, il est peu question de ça. Non, ce qui m'a sidéré là-bas, c'est qu'il n'y a pas, personne ne m'a parlé de ça. Enfin, tu vois, tu peux pas avoir une discussion en France sans qu'il y ait quelqu'un qui te parle de l'exhaustion des ressources, des ressources minières, des terres rares, de l'impossibilité que le pétrole dure indéfiniment, etc. Et là-bas, ça reste une société énergivore. Faut savoir qu'un Américain moyen, il consomme 2 fois plus d'énergie par habitant qu'un Français. Donc tu te dis, alors qu'on est à un niveau de développement à peu près comparable, il dépense 2 fois plus d'énergie. Donc c'est quand même assez dingo. Donc du coup, ils ont une perception beaucoup moins écologiquement, j'ai envie de dire responsable ou centrée que nous. Et c'est catastrophique parce que enfin l'IA, faut savoir que l'IA va multiplier sur un facteur exponentiel la consommation d'énergie, hein, parce que ces IA pour qu'elles tournent, elles mobilisent énormément d'énergie. Donc ça va pas ranger la note des ressources naturelles. Ouais. Et enfin, dernière question, c'est la question conseil. Conseil non pas de lecture, mais de jeux vidéo, puisque tu as expliqué que tu disais à tes enfants, regarde tel film, regarde tel jeu. Voilà, on te demande quel est ton jeu vidéo préféré. Alors moi, c'est super banal ce que je vais répondre, parce que c'est celui que j'ai offert à ma fille, c'est Zelda, quoi. Je la fais jouer à Zelda, parce que je trouve que c'est suffisamment ouvert hein, d'un point de vue de l'imaginaire, un point de vue du gameplay, un peu de la variété du gameplay, des déplacements, la spatialisation et la beauté, quoi. Donc bon, je suis sur Zelda, c'est pas original, hein, je suis désolé, mais Non, mais il faudrait que je trouve une autre question. Non, merci. Merci beaucoup Alain. Merci à vous toutes, à vous tous. Il y a Muriel qui vous attend si vous voulez pour vous donner un petit peu de documentation sur ce qu'est au poste et si vous voulez participer puisqu'il a démarré par aller dans une église à Silicon Valley, bien, nous faisons la quête également de la même manière. Merci Alain, merci à tout le monde. parce que l'autre fois j'étais dans ma chambre d'hôtel, je me souviens. Oh là là. T'as l'impression que quand t'étais à l'écran, tu as l'impression que t'avais posé le pied. Ouais. En même temps, c'était. Tu fais un autre truc. Tu déprimes, quoi. Non, là, c'est cool. Et en librairie, c'est horrible. Tu finis, et puis en plus. Ouais,